rendez-vous des glandules là ou quoi? 2,21 gigawatts. Vous aimez le cinéma? Une seule émission comptera pour vous. Le Late Show. Et c'est maintenant. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans le Late Show, votre rendez-vous 100% pop culture sur l'internet français. Bonsoir les glandus. Bonsoir. Comment ça va les amis? Très heureux de vous retrouver dans ce 4e épisode qui s'annonce extrêmement chargé, donc en actualité et en film et tout ça. Est-ce qu'on fait un peu le bilan de cette année 2021? Derrière le micro, nous avons Esteban. Bonsoir Esteban. Bonsoir. Nous avons Gary. Bonsoir Gary. Bonsoir Dimitri. C'est cet air toujours solennel, Gary me déglingue. Et nous avons Ekichi. Bonsoir à tous. Et donc pour cette 4e émission, j'ai le plaisir de recevoir une personne avec qui j'ai collaboré pendant 3 ans, 3 saisons complètes sur notre ancienne radio, tout simplement. Il s'agit de Savinien, dit Savi. Bonsoir. Comment ça va, Savi? Eh ben écoute, comme un vieux qui reprend du service et qui a perdu quelques réflexes visiblement, mais ça va le faire. Non, ça va. Là, en tout cas, le son est bon, c'est clean, voilà. Donc très content de te retrouver, en tout cas derrière le micro. Très content que tu aies accepté entre guillemets l'invitation pour venir parler du bilan de cette année 2021 avec nous. Un plaisir d'être invité déjà. Ouais. Ça fait très très plaisir de retrouver un micro. Avant qu'on parle un petit peu justement du sommaire de l'émission, on va revenir un petit peu sur toi. Donc tu t'es un petit peu éloigné justement de la radio, etc. Maintenant, il y a une nouvelle passion dans la vie? Un petit peu, oui. Ouais. On va dire qu'on s'est tourné vers un arc un peu plus sportif, sans faire de mauvais jeu de mots. Je suis parti un peu plus dans le sport et puis le fait d'avoir acheté une maison m'a pas mal occupé, disons-nous ça. Complètement. Donc le sport, tu fais partie d'un d'une club. association de clubs de tir à l'arc. Voilà, tu peux les citer si tu as envie. Les Archers de Sénon de Sens du coup. Donc on est à peu près une centaine au club. Donc ça fait pas mal de monde à s'occuper, pas mal de matériel. Et je suis actuellement d'ailleurs en cours de passer mon diplôme d'assistant entraîneur pour faire entraîneur par la suite. Et ben voilà. Donc voilà un petit peu aussi pourquoi Savinien s'est un petit peu éloigné du projet, le Late Show, etc. Mais on est très content de le recevoir là pour ce soir et au cas où pour d'autres émissions, s'il a envie de revenir parler d'un film en particulier. Parce qu'à la base, ça partait de ça quand même, le postulat de base. J'avais dit à l'ancienne team que s'ils avaient envie de venir parler d'un film en particulier, etc. Là, vu qu'on faisait le bilan, c'était le moment en tout cas. Carrément l'occasion. Carrément l'occasion en fait de parler d'un film en particulier qui viendra dans la 3e partie de l'émission. Mais pour cela, le sommaire dans un premier temps, on va attaquer donc avec tout simplement le premier box-office de la soirée. Et c'est un gros point Marvel. On va parler de la série Hawkeye et on va parler bien entendu de Spider-Man No Way Home. Peut-être le film de l'année, on ne sait pas, on verra. Après, à mon avis, un gros débat. Il y aura une partie spoil et une partie non spoil. Bien entendu, on commencera par la partie non spoil pour tout simplement les visionnaires de YouTube, parce qu'on pense à eux, qui sont sur la chaîne Le Late Show. La deuxième partie de l'émission, ça sera le bilan de l'année 2021. Et là, on va parler de beaucoup de films. Chaque chroniqueur a prévu 2 coups de cœur et un flop. Donc là, on va vraiment vous parler de pas mal d'œuvres. On va tout de suite attaquer donc avec le premier box-office de ce soir, le point Marvel. C'est parti, générique. Je suis Iron Man. Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. Fuyez, pauvre fou. Agent spécial d'Oufsi. Tu n'es qu'un jouet. Adrien. Qu'est-ce que tu penses de ce générique, Savinien, toi qui as connu les anciens? J'aime beaucoup les références qu'il y a dedans. Ouais. Après, il y en a peut-être 2-3 que j'aurais pu te susurrer l'oreille, je pense. Écoute, why not, peut-être pour la prochaine saison, bien entendu, ça pourrait être intéressant. Mais on va essayer de garder celui-là toute une saison. C'est très très cool. Mais très cool. Bon alors, les amis, là, c'est le gros du gros. Je pense qu'on va commencer gentiment par tout simplement Hawkeye, la série de Marvel Studios qui est disponible sur Disney+, depuis quand même déjà
4 semaines, ça fait un mois. C'est le 24 novembre Il y a eu 5 épisodes là au moment où on Ouais, enregistre. mais sauf que la première semaine, il y a 2 épisodes qui sont sortis. Eh ben, c'est 4 semaines. 4 semaines, impeccable. Voilà, et parce qu'il faut savoir que nous enregistrons donc cette émission le 18 décembre 2021. Donc voilà, nous venons à peine de voir Spider-Man No Way Home. Donc là, on est vraiment très impatients d'en parler, croyez-moi. Là, le regard de Ikichi ne trompe pas. Je vous le dis. Malheureusement, on enregistre sans avoir pu voir Matrix. Mais bon. Je suis d'accord, je suis totalement d'accord avec toi. Matrix et un autre film qui est pour moi important aussi, The Kingsman, la première mission que j'aurais aimé. Je pense, peut-être, il aurait pu en fait venir dans mon coup de cœur, mais je pense que c'est bien aussi, entre guillemets, de s'arrêter à Spider-Man. D'espacer un petit peu. D'espacer un petit peu, voilà. Prendre le temps de kiffer, tout simplement. Exactement. Mais revenons à Hawkeye. Gary, est-ce que tu veux bien nous raconter un petit peu le synopsis de Hawkeye dans 2-3 lignes? Vraiment. Je vais essayer. Tu ne peux pas faire mieux que Jérôme. C'est pas possible. Si vous avez entendu la dernière émission, les amis, Jérôme, le storyteller, on l'appelle maintenant dans le métier. Je vous le dis. Gary, à toi. Alors, il me semble, vous me dites si je me trompe, Oui. que la série commence en 2012 lors de la bataille de New York. Exactement, c'est l'intro. C'est l'intro du film. Et là, on suit une famille qui vit une vie normale. Un peu bourgeoise quand même. Un peu, oui, un peu bourgeoise, mais je veux dire, ils font rien de particulier dans leur maison au moment de... C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et donc, du coup, l'attaque arrive et leur maison est en partie détruite. Et c'est là qu'une jeune fille, alors j'ai oublié son nom, Kate Bishop. Ouais. Kate Bishop, qui voit au loin le faucon se battre et elle est totalement, je sais pas comment on peut dire, mais Subjugué. Oui, Ouais, subjuguée, elle subjuguée. devient fan. Elle devient très fan. Ouais. Et puis, un truc tout bête, c'est quand même la fameuse scène iconique que l'on a de Hawkeye dans Avengers 1, puisque c'est le fameux retourné, jeté en l'air et il tire sur un Chidori, si je me trompe pas. Donc en gros, c'est the scène mythique, elle le voit en fait irréel. De son point de vue en plus, enfin après on sait, je sais pas s'ils ont refait la scène ou quoi, enfin non, mais c'était bien de la voir d'un autre point de vue en fait, d'un autre angle. C'est ce que fait magistralement aussi Retour vers le futur 2. Oui. Le fait qu'on voit des scènes en fait du film du 1 mais tournées différemment et ça on le voit en fait avec la scène de 2012, voilà. Et donc après Donc ensuite, la scène suivante, c'est la scène, je suppose, c'est le temps présent. C'est ça. Où elle a grandi, puis on voit qu'elle a s'entraîné à l'arc, mais de façon incroyable. C'est ça. Et c'est là, dans ses aventures, qu'elle a rencontré Hawkeye, qui est en visite à New York avec ses enfants. C'est ça, oui. Et voilà, et dans l'histoire, ils vont se rencontrer et... Il va y avoir des péripéties. Des petites péripéties. Non, en fait, en gros, vraiment, comme le dit bien Gary, en fait, ce qui est vraiment cool avec la série Hawkeye, c'est que déjà d'une, on est dans une ambiance de Noël. On est en 2023 pour le temps présent, donc c'est parce que c'est 5 ans après le snap de Thanos, pour situer. Et au moment où on rencontre les personnages, Kate Bishop en fait va assister à une mise aux enchères qui va mal tourner. Et en fait, le gros problème, c'est que ça met en jeu un élément très important pour Hawkeye, puisque c'est son costume du Ronin que l'on aperçoit dans Infinity War, et il ne veut absolument pas que l'on sache qui est le Ronin, et surtout, il ne veut plus en entendre parler suite en fait aux événements de Endgame, suite à la mort de Natasha Romanoff, donc qui est un gros trauma pour lui, et surtout quand il voit cette fameuse pièce de théâtre, Rogers The Musical Show. Vous avez vu un peu l'accent, on rappelle The Kerry. Space Force X is in the game. On est là. Voilà. Mais en gros pour situer un petit peu le contexte, et il va leur arriver plein de choses. Là, par contre, pour Hawkeye, nous, on n'a pas vu la fin de la série au moment où l'épisode. Juste le dernier, quoi. Ouais, il nous manque le dernier épisode. J'aimerais avoir vraiment votre avis sur les 5 épisodes que l'on a pu voir de Hawkeye. Qu'est-ce que vous en attendez de cette série? Est-ce qu'elle était importante pour vous? Et finalement, est-ce que c'est plutôt une bonne surprise? Est-ce que vous avez quand même une déception par rapport à tout ça? Ça, c'est des questions qui sont super intéressantes en fait à parler. On va commencer par Esteban. Moi, j'ai adoré. Après, moi, je suis un gros client et je suis pas difficile à convaincre. Mais j'ai écouté, j'ai regardé du coup. C'était quoi? WandaVision, Loki. J'ai pas vu à ce moment-là le Soldat de l'hiver là. Ah, tu l'as pas vu là encore? Non. Ouais. Bon, c'est pas grave, c'est la moins bonne. Okay. Mais je ne suis pas d'accord. Mais Voilà, attention, là ça va commencer. Là. Et donc pour moi, Loki et WandaVision, c'est de très très bonnes séries.
Donc j'en attendais pas beaucoup de Hawkeye parce que finalement j'en avais pas vraiment suivi le truc et je l'ai chopé en cours de vol et je me suis mangé les 4 épisodes d'affilée. Et non, j'ai adoré. Ça change quand même pas mal des autres séries Marvel. On reste sur un truc très terre à terre, moins de magie, moins de choses comme ça. Donc pour ceux que ça rebute tout ce qui est magie ou quoi, là, ça vaut le coup, faut foncer. Ouais. Ouais, c'est une série qui est plutôt old school, hein, entre guillemets. On va le dire tout de suite, hein, c'est une série qui se passe donc à la période de Noël. New York est enneigé, New York est magnifique, hein, et sublimé par la neige, comme dans tous les films américains qui montrent New York sous la neige. Mais surtout, ça prend tous les codes d'un film de Noël, en fait, cette série. Et là, dès le 5e épisode, on a tout le cheminement en fait qui va se passer. On a entre guillemets la personne que l'on va suivre pendant tout le film, on se rend compte qu'elle est plutôt au fond du trou, elle passe entre guillemets une période difficile, puisque tout début de la série, elle casse quand même un monument historique avec une flèche en fracassant cette pauvre cloche. Je ne parle pas d'une personne, mais d'un objet. Mais entre guillemets, voilà. Et donc on est quand même allé vraiment au fond du trou à ce moment-là, plus les événements de la mise aux enchères qui basculent totalement sa vie. Elle va rencontrer Hawkeye, ce qui peut être assimilé à la personne qui va changer sa vie, donc à l'amour dans les films de Noël classiques. Là, c'est plutôt une relation de parent à fille, en tout cas père-fille. Et surtout, on va avoir en plein milieu de cette série, dès l'épisode 4, cette séparation qu'on a tout le temps dans les films de Noël, en mode « Ah, je ne peux plus te voir », etc. Et finalement, là, on l'a aussi, mais d'une manière un peu plus tournée, un peu plus basée sur la protection justement de la personne, en mode « Je peux pas continuer à te dire de venir avec moi, t'es trop en danger, ça prend une trop grosse ampleur ». Et moi, j'aime beaucoup en fait comment ils ont construit cette série. Déjà de base, parce que ça prend vraiment tous les codes d'un film de Noël classique. Et là, en plus, on l'a sous forme d'une série. Et en plus, dans l'univers Marvel, ça, c'est vraiment, vraiment très fort. Alors, on sent quand même beaucoup, effectivement, l'esprit de Noël. Du coup, est-ce que ça pourrait déranger de revoir cette série à une autre période de l'année ? Je sais pas, est-ce que, truc tout bête, est-ce que ça te pose un problème quand tu regardes les Gremlins ? Non, mais là, il y a quand même plus de codes, je trouve, que dans les Gremlins. Ouais, allez. On sent plus ce truc-là. C'est vrai. On sent vraiment l'esprit de Noël, ouais. Il y a toute une problématique autour de Clint de retourner voir sa famille pour fêter Noël, quoi. On vraiment nous le rabâche tout le temps. C'est vrai. Mais après, on peut se poser en fait une autre question. Est-ce que un film Marvel, vous avez l'habitude de le regarder chez vous ? Pour les revoir. Ouais. Oui, je pense. Ouais. Non, moi personnellement, je vous avoue, j'adore le MCU, mais les revoir à la maison, un peu moins. Même le premier Avengers, ça fait longtemps. Non, mais le premier Avengers, déjà d'une, c'est une masterclass. Là-dessus, les Sévignan, on est d'accord. Ah oui, non, de ce côté-là, il n'y a pas à causer. Mais même les premiers Iron Man. Le premier Iron Man, je veux dire, il passe quand même assez régulièrement à la télé pour ceux qui regardent encore la télé. Perso, ça me dérange pas de me dire ah tiens, il est là ce soir, bon allez vas-y, il n'y a rien d'autre en fait, tu te laisses embarquer et tu le connais par cœur, hein, parce que ça fait combien de temps maintenant qu'il est sorti ? 2008 hein. 2008, on l'a vu tous les ans au moins 3-4 fois peut-être dans l'année. Il passe à la télé, je sais pas, je dis un chiffre comme ça, mais je crois que j'en suis peut-être pas loin. Au moins deux entre guillemets, t'as au moins le Iron Man 1 et le Iron Man 2 qui passent assez régulièrement quand même sur les chaînes de la TNT. Donc il passe allez, 5-6 fois dans l'année, toi tu le regardes 2 fois. Et pourtant, il passe toujours aussi bien, quoi. Ouais, c'est vrai. Après, là, par contre, je suis assez d'accord quand même avec Esteban. En fait, vu que ça reprend tellement les codes de Noël, est-ce que la série, en fait, Hawkeye, on va pas se dire... je vais peut-être plutôt me la garder pour fin novembre. Tu sais, quand le mood, il commence à descendre. Alors, et par contre, c'est parfait à ce moment-là. Ouais. Pour le coup. Bah, je trouve qu'elle est vraiment... en tout cas, la période est vraiment nickel, en tout cas, pour la sortir. Ekichi, je te vois réagir un peu depuis tout à l'heure. Non, j'acquiesce à ce que vous dites. Après, moi, je trouve que... Alors, la série est chill et très bien, mais elle est à l'image du personnage, et c'est malheureux pour lui. Elle est bien, mais dispensable. Ok. Ah non, mais intéressante dans les sentiments qu'elle procure, etc. Les relations, même la relation de Clint après les événements d'Avengers. Mais elle est un petit peu dispensable, elle est sympathique, mais on pourrait, je pense, facilement s'en passer. Pour le moment, du moins, à moins que le dernier épisode soit une masterclass. Une masterclass et annonce des trucs de fou. Voilà, moi, c'était surtout pour ça, parce que je ne suis pas trop Marvel, etc. Par contre, je connais bien, on va dire, le déroulement de l'univers Marvel. Et dans un des univers,
le fait est on va dire les événements qui se sont produits dans les films avec les Avengers font que les New Avengers vont arriver. Et il me semble, là, c'est sur mes souvenirs, que le leader des New Avengers est pas Hawkeye, la Kate. Enfin, en fait, Hawkeye est plus ou moins. Alors, a priori, encore une fois, je le répète, je ne connais pas les comics et je ne les lis pas et je ne connais pas trop l'histoire des comics, mais d'après ce que j'en entends, parce que je visionne beaucoup de contenu, théories, etc. Hawkeye, je crois en fait, il est plutôt il est le mentor ou le fondateur des Young Avengers, je crois, un truc comme ça qui s'appelle, donc d'une nouvelle génération d'Avengers. Et effectivement, voilà, ça peut emmener de ce côté-là. Alors après, là, on a la certitude maintenant qu'il faut regarder les mini-séries Marvel qui sont intégrés dans le MCU. On en a la confirmation avec Spider-Man, mais voilà, on commençait à avoir des codes avec la fin de Black Widow qui intégrait le personnage qui est dans Hawkeye, etc. Donc maintenant, on sait que si on veut suivre le MCU, il faut suivre les mini-séries. Ils sont très forts. Mais ce qui est bien, c'est qu'elles sont dispensables quand même. non, mais courte, c'est bien au début quand ils ont vraiment annoncé les séries, quand ils ont vraiment fait le calendrier, je me suis dit putain, des séries Marvel, il va falloir se taper 20 épisodes, mais c'est bien qu'ils en fassent 6-8. Franchement, ça permet d'avoir des petits en fait c'est juste qu'ils ont pas le budget hein. Parce que quand tu payes 6 épisodes de Tom Hiddleston, à mon avis là faut payer hein. Et c'est pas des frites au Five Guys hein. Je t'avoue aussi y aller hein. Non, mais vraiment, attendez. Et puis, à mon avis, mais ça passe bien le fait d'avoir des courtes séries. Non, même Jeremy Renner, je pense que le cachet. Moi, personnellement, j'aime pas spécialement cet acteur-là, mais il faut reconnaître que le gars, il a un bon chèque à la fin, quoi. Je pense. On va pas se mentir. Hein. Après, et puis, on va pas non plus se le cacher. Jeremy Renner fait quand même partie des Avengers originaux, et donc on a entre guillemets dessus. Ouais, il y a l'affectif dessus. Il y a l'étiquette authentique, quoi. C'est vraiment celui labellisé. C'est ça, c'est ça. Mais il fait partie quand même de ceux qui ont leur autographe dans le générique de fin de Endgame. Ouais. Je veux dire, c'est pas n'importe qui pour le Marvel Cinematic Universe, Jeremy Renner, quoi. Et de l'avoir dans une série, à mon avis, je pense que même si sa popularité a été exponentielle suite au MCU, parce que quand même, quand t'arrives et ton premier film c'est Avengers. Je pense que là. Il avait fait quoi avant? C'est pas Jason Bourne qui Non, il l'a fait après. L'héritage. Ou peut-être, ouais. Ouais, il l'a fait. En fait, il avait juste été intégré dans Thor. Ouais, je crois bien. Il me semble, ouais. Je crois bien. Mais il n'y a pas eu d'origin story. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de tous ces trucs-là sur lui, parce que Natasha Romanoff avait été intégrée quand même dans Iron Man 2, etc. Donc on l'a voyé. Mais qui est très bien tourné en dérision d'ailleurs dans Black Widow, hein, d'ailleurs. Ouais. Cette introduction. Mais Hawkeye, c'est vrai qu'il avait intégré nulle part et hop, il pop dans Avenger et il a réussi son intégration. Mais du coup, c'est peut-être un point négatif aussi pour cette série, c'est que du coup, on n'a pas le passé de Hawkeye, quoi. Juste, il arrive et puis voilà. On accepte. En fait, le truc, c'est que il arrive, tu l'acceptes, mais je pense qu'au final, il a pas grand-chose à nous proposer en fait dans son passé. Contrairement à Natasha, qui a vécu des choses beaucoup plus intéressantes, qui sont. On nous en avait déjà parlé. Voilà, vite fait parler, dont les événements de Budapest, là dont on a en fait vraiment le reveal dans Black Widow. Petite déception dans le reveal, je pense, de Black Widow, parce que peut-être on s'attendait à beaucoup plus gros plutôt qu'une simple mission. Voilà. Et puis c'est présenté bizarre en fait dans Black Widow, c'est présenté en flashback très court, très vif. Je pense que ça aurait été un petit peu mieux de s'attarder un petit peu plus dessus. Ils auraient pu faire la série sur Black Widow et la série Budapest. C'est con à dire, mais la série Budapest. C'est un film avec Monsieur Poulpe, ça. On n'est pas sur le même. Après, tu mets le petit cachet Marvel à la fin. Budapest, Marvel. T'imagines Budapest, Marvel Studio présente Budapest. Incroyable. Non, mais tu vois, tu crées ta série là-dessus. Au moins, on avait 4-5 épisodes qui mettaient en contexte la relation Natasha. J'ai oublié déjà son nom. Clint, merci. Clint Barton. Et du coup, là, tu aurais vraiment le fondement de cette histoire, et puis même de la relation de confiance qu'il y a, que les gamins appellent Tata Natasha, tu vois. On aurait eu tout ce petit background-là qui aurait pu être, ne serait-ce intéressant, et donner un petit peu de profondeur aussi au personnage. Ouais. Parce que moi, s'il y a un truc que je reproche à Hawkeye, sur Endgame, puis même sur les autres films, le gars est relativement plat, et après, il nous fait une crise de... c'est un peu naze, mais tout le monde. Je vais tuer tout le monde parce que ma copine est morte. Non, c'est plutôt en fait, sa famille vient de crever. Hein. Je crois qu'en fait il éliminait les gens qui pour lui en fait auraient dû en fait disparaître avec le snap parce que ou après je sais parce que à ce moment-là il n'était pas tueur à gage, il n'était pas payé pour ça. Ou peut-être que si, je sais plus. Au moment du Ronin, au début. Oui, voilà, du Ronin, c'est ça. Il est pas payé, il fait ça en fait entre guillemets en les gens qui auraient dû. Et par contre là dans la série, on apprend que quand il est devenu Ronin, il est redevenu une arme
et qu'il est redevenu ce qu'il était avant, donc un Chasseur- mercenaire. Chasseur à gage, ouais. Mais ça, c'était Chasseur à gage. avant d'être Hawkeye. De Ah oui, oui, mémoire oui. dans l'univers C'est ça. Marvel, Oui, je crois c'est ça. que c'est Il ça. est Ronin avant de devenir Hawkeye. Et c'est en devenant Hawkeye, en bossant avec le Shield, qu'il a pu, entre guillemets, comme Natasha, laver un peu son passé Voilà. en mode voilà, j'ai fait des trucs pas très clean, mais on efface mon dossier. Pas très Pas très Oh, clean. oh, oh, oh. Elle est belle. Elle est belle. T'as pas un truc. Mais, non, j'ai le pas- bravo là, le bravo, c'est pas ça. Non, mais ça aurait été intéressant d'avoir. Je sais même pas ce que c'est, bravo. Allez, on le tente. Je sais pas, attends, on va tenter le bravo. Attends, bravo. Bravo, vous êtes sur Internet. Voilà, on tente le bravo. Mais Non, mais ça aurait été intéressant d'avoir en flashback par contre son passé qui nous expliquerait comment il a eu ses aptitudes. Parce que pareil, du coup, Kate Bishop du coup a des aptitudes, on va dire, extraordinaires aussi au niveau du lancer de flèches. Mais du coup, elle a juste été entraînée par elle-même, alors que d'après ce que je sais, Clint Barton, il a été entraîné par l'armée, etc. Il a vraiment poussé le truc jusqu'au bout pour arriver au niveau qu'il a. Donc il y a aussi ce côté-là qui aurait pu être amené en petit flashback. Et puis du coup, on se dit n'importe qui peut être super fort au tir à l'arc. Bon, après, là, les gars, je vous le dis, hein, on pinaille. Hein, parce Oui, que après, c'est finalement, voilà. ça reste une bonne série. Parce que Ah oui, franchement, oui. ça reste quand même une des meilleures séries qui a été proposée à l'heure actuelle par Marvel. En tout cas, pour ma part, cette année, on a eu quand même 4 grosses séries Marvel. Ouais. Oui, je la compte pas en grosse série parce que c'est une fait pas série partie du d'animation. MCU, quoi. Si, elle fait partie du Pas MCU. C'est une intégré, anthologie, de toute oui. façon. Oui, voilà. C'est Oui. au même titre que Love, Death and Robots. Ouais, Normalement, un peu- chaque un peu. épisode est décroché de l'un de l'autre. Oui. En fait, en gros, chaque épisode te montre une timeline différente en fait, de ce qui aurait pu se passer si quelque chose en fait avait changé dans la timeline de base. Il y a des très bons épisodes de What If. Il y en a d'autres qui sont entre guillemets un petit peu plus Beaucoup moins bon. Beaucoup moins bons. On y reviendra dans les flops, les amis. Mais c'est au même titre que les comics qui sortent. Hein. Quand tu regardes Totalement. les comics, c'est des books, je sais même pas, d'une trentaine de pages. C'est minuscule, ouais. Voilà, c'est minuscule et t'as des petites pastilles comme ça, des fois qui sont bonnes et des fois qui sont passables, voire complètement anecdotiques et on passe au travers. Et après, tu te retrouves aussi en comics, des fois c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir des crossovers en fait, hein, tout ce qui est Civil War, etc. En fait, même si ça sortait en petits bouquins, on est en fait sur des séries en fait qui sortaient semaine après semaine et les gens en fait ont adhéré parce que c'était lisible comme une série télé en fait pour eux quoi. Donc très très cool. Bilan globalement, est-ce que vous conseillez en tout cas de regarder Hawkeye? Moi personnellement, je trouve que c'est quand même une très bonne série. Je la mets pas dans la meilleure série de cette année. On y reviendra au moment de mon top. Voilà. Mais Esteban. Si vous faites le tri entre les séries Marvel, c'est peut-être pas la première qu'il faut regarder, quoi, qu'il faut choisir. Ok. Après, ça reste une bonne série quand même. D'accord. Et juste comme ça, à titre indicatif, pour toi, la série à regarder? J'ai du mal à faire des choix, mais ça joue sur WandaVision, sûrement, je pense. WandaVision. Ok. Gary. Oui, c'est une. Pour moi, c'était une très bonne surprise en tout cas. Ah oui, totalement. Car déjà, Hawkeye, c'est un héros que j'aime bien, qui est très intéressant à suivre, contrairement à Winter Soldier, tu vois. Arrête, tu rouvres des blessures là qui sont profondes. Et même le personnage de Kate, je la trouve géniale, tu vois. Puis j'ai hâte de la voir dans les films Marvel. Grave. Petite anecdote, comme ça, on la pose. En fait, l'actrice qui joue Kate Bishop, qui est Hailey Stenfield, on l'a déjà vue, en tout cas entendue, surtout pour les Américains, puisque c'est elle qui joue, qui fait la voix de Gwen Stacy, de Spider-Gwen dans Spider-Man Into the Spider-Verse. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui est habitué en fait à travailler déjà avec Marvel et la voir irréelle dans le rôle de Kate Bishop, je trouve qu'elle incarne vraiment très très bien le personnage. Comme je vous disais tout à l'heure, on pinaillait un petit peu parce que la série, elle n'est pas parfaite, mais c'est toujours intéressant de révéler un petit peu les petits défauts quoi, des creuser, choses. ouais. De creuser, voilà quoi. Mais pour moi, c'est quand même une bonne petite surprise. Et merci en tout cas Gary d'avoir souligné. Déjà, je trouve que le côté intéressant que Gary souligne, c'est parce que Clint, c'est peut-être le Avengers le plus humain que l'on a depuis Avengers. Et on le ressent dans la série. Ah oui, totalement. Et toute la relation qu'il a donc avec sa femme, que l'on voit, j'aime bien parce qu'elle apparaît par téléphone et vraiment on la voit et à chaque fin d'épisode il y a marqué spécial guest stars, etc. Tu vois, elle est même pas considérée comme un rôle, c'est plutôt un caméo à chaque épisode et je trouve que c'est marrant en fait de la présenter comme ça. Mais oui, moi je le trouve très humain en fait Hawkeye, et là la série ça renforce encore le trait
trait. Et Jeremy Renner joue très très bien. C'est un peu aussi le dernier Avenger le plus humain qui reste. Les autres, en fait, ils étaient soit cosmiques, soit considérés comme des dieux. Des dieux. Voilà, même Bruce Banner qui est le seul, on va dire, vieil Avenger qui reste. Mais il est alors que Clint Barton, c'est vraiment le côté terre à terre. Et il fait le lien avec les humains normaux. C'est le seul qui a su raccrocher aussi. Qui a réussi à créer une famille, à s'éloigner de cet univers-là. On le ressent là, il se balade comme un mec lambda dans les rues. Ouais, clairement. Après, j'aime bien, il y a quand même quelques touches où vous êtes au caille. Tu vois, tu te dis il y a quand même encore un petit peu le côté fanbase de ce que les gens ont vécu en fait en 2012 quoi, sachant que c'est quand même 11 ans après les événements dans la chronologie du MCU quoi, donc c'est super intéressant. Donc ok, franchement. Moi, je valide fort. Vraiment, je suis grave impatient de voir le dernier épisode. Je vous le dis. Petite théorie. Moi, surtout avec la révélation du 5e. Ouais, la révélation du 5e qui est très très bon. Surtout si vous avez apprécié donc les premières séries Marvel de chez Netflix. Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist et Luke Cage. Voilà. He's back. Non, he's back. He's back. Non, mais c'est là, en tout cas, on a un personnage qui est iconique. Et c'est très très bon d'avoir repris le Wilson Fisk de la série qui était un Wilson Fisk exceptionnel. Ah oui, non, mais c'est Vincent D'Onofrio déjà de base est un acteur incroyable. Pour vous dire, un de ses premiers rôles, il a joué pour Stanley Kubrick et il joue Baleine dans Full Metal Jacket, qui est un film incroyable. Il a fait d'autres films qui sont époustouflants. Bref, et le voir en fait déjà dans Daredevil de chez Netflix, c'était incroyable. Parce que il y avait un duo qui marchait super bien. En fait, Charlie Cox est juste magistral dans le rôle. Le rôle parfait. C'est ce qu'on disait en off, on disait entre guillemets, je ne vois plus personne incarner Daredevil à part ce mec-là. Mais il était exceptionnel. Ben Affleck. Mais même la série. Non, mais même Ben Affleck, tu vois, par contre. Qui avait fait mal. Non, mais par contre, Ben Affleck, tu vois. C'était dans les premières heures où Marvel faisait des films très série Z. Ouais, voilà. Très série Z, je rappelle. Et Electra, c'est Evanescence qui a fait la BO. Donc. Non, puis donc voilà quoi. Non, mais c'est pour dire le truc quoi, tu vois. Daredevil, c'est la seule des 4 séries Netflix qui ressort vraiment du lot. Punisher, la meilleure. Punisher était pas mal, ouais. Donc, quand il a été intégré dans Daredevil, c'était bien. John Bertal. Ah oui, non, 5 du coup avec Punisher. C'est le café. Mais Daredevil, non, ça reste. Puis c'est la seule qui a eu 3 saisons. Les autres en ont eu qu'une ou 2. Punisher 2, Jessica Jones 2, Luke Cage 1. Non, 2, Luke Cage. Ah ouais, 2, Luke Cage. Bon, j'ai même pas. Jessica Jones, ils avaient fait fort quand même. Ils avaient réussi à avoir Tennant pour l'homme pourpre. C'était cool. Non, sans déconner. La première saison de Jessica Jones, elle est dingue. Par contre, après, apparemment, ça se perd un peu. J'ai pas suivi. Après, Jessica Jones, honnêtement, pour avoir lu un peu les comics, c'est dur. Oh là. C'est vrai que chiant. Je me souviens que moi j'ai pas trouvé ça ouf. Moi je me souviens que quand on était dans l'ancienne version du Late, donc Cyrielle qui est la sœur de Savinia, lisait les Jessica Jones et personnellement elle kiffait. Elle a kiffé, mais moi, du coup je pense que j'étais clairement pas le public, mais je les lisais puisque je les commandais, je les récupérais pour elle, je les lisais avant de lui filer. J'ai arrêté. Ouais, clairement j'ai arrêté parce que oui, il y avait 2-3 tomes qui étaient sympas, mais arrivé à un moment en fait, elle a tellement de casserole au cul en fait, c'est ça. C'est vraiment un personnage qui a énormément de casserole au cul, qui a une vie de super-héroïne avant d'être Jessica Jones en elle-même. Sa liaison avec le Luke Cage, avec tout ça, le gamin qu'ils ont en commun. Enfin, c'est vraiment, en fait, si je veux voir un truc, si je veux voir un tellement vrai, j'allume l'énergie 12 quoi. Au bout d'un moment, c'est bon. Enfin, c'est un peu un tacle gratuit, mais franchement, c'était lourd. Je suis désolé, Savinia, mais tu vas finir dans la Sandbox. Cette phrase, si je veux un tellement vrai, je regarde énergie 12. C'est déjà d'une banalité incroyable parce que finalement, tu peux le trouver que sur énergie 12 et c'est un tacle glissé. La façon dont tu le dis, ça me déglingue. Non, mais je te l'offre. Vraiment, elle est de bon cœur, mais franchement, c'est. Ouais, je sais pas, ça collait pas. Puis on avait commencé ensemble. C'était quoi, Defenders, exactement. On a regardé ce rassemblement. C'était Osef. Dommage parce qu'ils avaient quand même, je trouve, une méchant ultra badass qui est incarnée par Sigourney Weaver. Voilà. Et oui, mais vraiment, c'est tout pour réussir et finalement, c'était un petit peu Osef. Il y a 2-3 moments un peu épiques quand même, mais c'est vrai que ça a été amené vraiment comme un cheveu sous la soupe. Comme tu le dis, le côté épique, on l'a vraiment dans Daredevil et on l'a, je trouve, un petit peu dans Jessica Jones saison 1, même si Jessica Jones saison 1 est plutôt sur le dialogue et surtout sur la guerre l'ambiance, etc. Mais par contre, le côté épique, magistral, on le retrouve
dans Punisher parce que tu sens que c'est les mêmes mecs qu'on fait Punisher et qu'on fait Daredevil. John Bertal, il est incroyable. C'est une brute. Ah ouais, non mais même... Déjà dans The Walking Dead, le rôle du connard, on va dire, il le portait tellement bien. Alors là, le Punisher, de dire bon bah, je m'accorde tous les droits. Ouais. D'un moment, enfin, le gars a la tête pour, il a le profil pour. Ah, vas-y à puis fond. Punisher, c'est un personnage, on va dire, entre guillemets, qui a été traité au cinéma de manière très aseptisée. Et là, le voir un petit peu plus brut, un petit peu plus violent, bon, parce qu'on peut pas tout se permettre non plus. Hein, je veux dire, c'est pas le jeu vidéo à l'époque où tu pouvais vraiment torturer les gens. D'ailleurs, si un jour vous avez une PS2 et que vous avez plus de 18 ans, je vous recommande ce jeu. Punisher, vraiment, qui est très bon. Mais vraiment, par contre, je trouve que Netflix a fait un super boulot déjà de représentation du personnage, alors que le personnage sort de 2 films vraiment pas terribles, dont le premier, le méchant, c'est John Travolta, quoi. Donc, on en est là, les gars. Avec le nom, il y a un problème. Non, mais puis, je vais rebondir là-dessus. Punisher, à savoir aussi qu'il y avait des comics qui étaient Punisher contre Deadpool. Il faut savoir que du coup, Deadpool, de par son côté trash, etc., dans les comics, les deux se mariaient parfaitement bien parce qu'ils étaient en permanence en guerre l'un contre l'autre et le Punisher prenait un malin plaisir à décortiquer Deadpool puisqu'il savait pertinemment que le gars allait se reconstituer derrière. Donc il y avait vraiment des scènes où j'ai vu que quelques extraits sur Punisher, mais il faut reconnaître qu'ils y allaient, ils jouaient le jeu vraiment et c'était important d'y aller quoi. Et il fallait le faire. Ok, non c'est cool. Et Ikichi, toi, pour Hawkeye, petit bilan. Oui, je la recommande. Elle est peut-être un tout petit peu, alors bien qu'elle fasse pour l'instant 5 épisodes, un petit peu longue à démarrer. C'est vrai que des fois c'est un peu long, mais bon, c'est le côté chill, l'ambiance de Noël. En vrai, puis elle nous rapproche un peu plus du personnage de Hawkeye qui dans les Avengers était un peu sous-exploité, forcément avec les grosses têtes qu'il y avait à côté. Donc voilà, les amis, c'est la fin d'année. Donc non. Pour vous, c'est le début d'année. Oui. Voilà, mais pour nous, voilà, c'est la fin d'année. Donc, moi, je vous conseille sincèrement de prendre un petit abonnement Disney+ avec le mois gratuit. Vous enchaînez le book de Boba Fett qui vient de sortir pour vous. Nous, elle n'est pas encore sortie. Vous enchaînez Loki, vous enchaînez Hawkeye. Croyez-moi, vous allez être dans un mood. Finissez par Hawkeye avec... The Mandalorian, il faut en profiter. Mandalorian, je pense que quand même les gens n'attendent pas d'avoir Disney+ pour la regarder. Il y a énormément de sites de druides qui le proposent. Mais même de manière générale, Disney+, il est maintenant... il est, oui, c'est facile. Au début, on était là, on va attendre, mais maintenant puis en plus, ils annoncent encore des séries entre Star Wars, les prochaines séries Marvel. Non, je recommande... moi aussi. Vraiment, c'est une plateforme que je recommande, voire même... je pense allez, petit pronostic, si vraiment Marvel et Star Wars continuent dans leur lancée, ça sera la plateforme principale en France. Il faut d'autres licences, il faut d'autres choses. Alors ils sont capables de les fournir, Disney, ils sont capables d'aller chercher ça. Mais je pense que Marvel et Star Wars ne suffiront pas à tout attraper. Attention, ils sont forts. Ils sont forts. Puis t'as quand même les séries enfin Disney, je veux dire, même les films d'animation, etc. Donc ça. Et puis un truc tout bête, mais tu vois, genre j'étais en soirée. Un peu de fin d'année, tu vois, un petit anniversaire en fin d'année, et là il y avait un enfant, et directement, tu vois, il demandait Disney+. Il voulait voir en fait Cars, il voulait voir tout ça. En fait, maintenant même les gamins ont le réflexe de demander Disney+, plutôt que de demander mais Netflix. Mais c'est pour tout le monde en fait, Disney+. Mais ouais, c'est grave ça, et je pense sincèrement, là je le dis sans langue de bois, parce que Netflix c'est elle qui a amené ça en fait en France. Je pense que Disney+ va les battre s'ils continuent dans leur lancée de création originale aussi qualitative. En tout cas pour les séries télé. Gary, tu voulais dire quelque chose ? Oui, j'ai une petite anecdote sur Disney+. Ouais. Parce que ce soir, le 10 décembre, il y a un nouveau Tweetstorm pour un reboot d'Eragon sur Disney+. Mais non. Si, je te jure. C'est le 3e. C'est vrai. Alors, il faut savoir quand même que Gary est un peu le spécialiste des livres, d'Heroic Fantasy, livres, etc. Et donc, une de tes sagas préférées, c'est Eragon. Oui. Voilà, et donc il y a un tweetstorm vis-à-vis de Disney, parce que c'est Disney qui a les droits de la 20th Century Fox pour qu'il fasse une nouvelle adaptation de Eragon, donc qui soit un peu plus proche des bouquins, je suppose, en série télé, ouais, par contre. J'espère, oui. Voilà, donc il n'y a pas les Percy Jackson aussi les Percy Jackson sont en discussion. Sont en discussion, alors que Eragon, pour le moment, c'est vraiment en stand-by, quoi. Même si je crois que l'auteur avait annoncé normalement des révélations d'ici la fin d'année.
il avait dit des précédents que ça avait eu des impacts quand même sur Disney. Ok. Apparemment, il a eu des retours. Bon, il n'a pas eu de confirmation, mais ça fait ses effets, selon lui. Donc, écoutez, si au moment là que le podcast sort, ce Tweetstorm est terminé, mais si un jour il y en aura un autre, n'hésitez pas à vous renseigner si vous aimez la saga Eragon. Alors, on passe au gros du gros de la soirée, les amis. Là, vraiment, la patience est à son comble et pour vous aussi. Mais bon, vous connaissez Watch Time, n'oubliez pas. Vous souscrivez à un abonnement, comme dit McFly et Carlito. Sur YouTube, on va parler de Spider-Man No Way Home. Tout est ma faute. Je peux pas sauver tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, ils arrivent. Et je ne peux pas les arrêter. Donc, Spider-Man No Way Home, film réalisé par John Watts, qui est le 3e opus réalisé par ce réalisateur, donc le 3e officiel de Tom Holland. Ce n'est pas sa 3e apparition dans le MCU, on est à sa 5e déjà à l'heure actuelle. Civil War, les 2 Avengers et les 3 films. Ah oui, pardon. Donc, parce que Ekichi était en train de réfléchir, 5 déjà? Enfin, oui, 5 déjà. Voilà, donc... Ekichi, tu veux faire un petit synopsis de Spider-Man No Way Home? Je laisse le soin à Gary de faire. Allez, Gary. Ah, je dois encore le faire. Ah, c'est une corvée. Allez, on va passer à Esteban. Si tu veux, je le fais. Vas-y, fais-moi plaisir. Non, le film prend place directement après le deuxième. C'est-à-dire quand tout le monde apprend que Peter Parker est Spider-Man. Et de ce fait, il peut plus avoir une vie tranquille en fait. Totalement. Il est harcelé 100% du temps. Exactement. Il vit un peu ce que Squeezie et Michou vivent au quotidien, je pense. Pire référence ever. Michou. Attends, arrêtez parce que Savinia a un relan à cause de ma vanne. Donc, Et donc de ce fait, il va voir son ami Doctor Strange. C'est ça. Pour qu'il puisse lancer un sort pour que tout le monde oublie que Peter Parker est Spider-Man. C'est ça. Et au moment du sort, tout va partir en vrille. Et l'effet du sort va être totalement inversé. Et ça va plutôt ramener des personnes d'autres univers qui savent que Peter Parker est Spider-Man. Totalement. Bien raconté. Ouais, et ensuite dans le film, on rencontre les principaux antagonistes des anciens films. Donc on voit dans la balance Docteur Octopus. Exactement. Est-ce qu'on peut citer tout le monde? Ah, Docteur Octopus, le bouffon vert. Le bouffon vert. Dans la bande-annonce. Le lézard. L'homme sable. Electro. C'est ça. C'est bon, tu les as tous cités. Et je crois que j'ai des tout. C'est déjà pas mal. C'est déjà énorme. En un film, c'est vraiment pas mal. 2h30 de méchants comme ça. C'est ça. En tout cas, très bon résumé, Gary. Vraiment, avec le temps et l'expérience. Je suis peut-être pseudo-novice sur l'univers Marvel, mais le Rhino. Non. Alors, on l'aperçoit. Parce que le Rhino fait quand même partie. Oui, mais il sait pas qui est Spider-Man. Si, je l'ai aperçu. What? Attendez, oui. attendez. Dans le film? Dans le film. Oh alors, par contre, c'est. Attends, c'est peut-être de ce que je t'ai parlé tout à l'heure en off, Dimitri. C'est ça. Alors, c'est vers la fin du film, Ok. quand tout va mal, on ouvre le multivers et on aperçoit des silhouettes. Les silhouettes de tous les ennemis de Spider-Man. Et Ah ouais, là, donc toi, il y a le Rhino. t'as été suffisamment malade pour repérer. Repérer le Rhino. Après, théoriquement, tu devrais voir tous les Sinister Six qui devraient apparaître. Tous les ennemis, a priori, Alors, voilà, les mais Sinister c'est Six, tellement bref. Ils connaissent l'identité de Spider-Man. Alors, peut-être pas dans les films qu'on a pu voir, mais dans le comics, dans l'infinité du multivers, Ouais, c'est ça, forcément. Ils le connaissent tous, Voilà. en fait. Ils Parce savent que du coup, qui est Peter Parker. Pour rebondir sur ce que tu as dit, effectivement, ceux qui viennent donc dans l'univers de ce film, ce sont uniquement des personnages qui connaissent l'identité de Spider-Man. C'est faux. Des précédents films. On y reviendra dans la partie spoil, mais c'est faux. Ok. D'accord. Je suis pressé. D'accord. Ah oui, non, mais là, attention. C'est non, mais on en a parlé en off, mais en tout cas, c'est ce qui a été annoncé par le film. Voilà. Par Stephen Strange. Voilà. Oui, c'est ça. Voilà. Alors,
parlons un petit peu du film de manière sans spoil dans un premier temps. On vous annoncera quand on passera à la partie spoil du film pour si vous avez envie de nous quitter sur la vidéo ou sur le podcast. Voilà, ça serait dommage de vous quitter déjà, mais on est voilà. Au pire, il y aura un timecode pour que vous puissiez reprendre l'émission derrière. Ok, Esteban, ton avis sur le film sans spoil. C'est très compliqué de parler de ce film sans spoiler. C'est ça. Parce que les principaux points positifs sont des spoils en fait. C'est vrai. Moi je l'ai vu le mercredi, le jour de sa sortie. Vous l'avez vu donc aujourd'hui, ce matin. Donc le 18, voilà. Donc j'ai eu un petit peu plus le temps de me calmer parce que moi, dès que je viens de voir un film, c'est le meilleur film pour moi. Donc faut vraiment que je prenne le temps de me calmer. Et quand même, chaque soir j'y pense quand même. Donc non, vraiment c'était un très très bon film. Moi j'ai été le voir dans une salle où il y avait beaucoup d'ambiance, donc ça joue aussi. Ok, donc t'as été, où est-ce que t'as été sans indiscrétion? Sens. Ok, t'as été au cinéma donc de Sens classique et il y avait de l'ambiance. Salle 5, c'était pas la 1 hein. Okay. Il y avait beaucoup d'ambiance. Alors il y a énormément de vidéos qui tournent sur les réseaux type TikTok, etc. D'ailleurs que je ne vous conseille pas si vous n'avez pas vu le film parce qu'il y a énormément de spoils qui pop dans les pour toi tout simplement. Mais tout simplement, la salle du Grand Rex, c'était le Parc des Princes. Vraiment, je vous le dis, j'ai vu des vidéos, les mecs ont des écharpes et tout, c'est un truc de malade mental à voir. Et on va pas se le cacher, nous ce matin donc nous avons été au cinéma donc de Carré Sénard, le voir en IMAX 3D, donc avec Ekichi et Gary, et nous il y avait un petit peu d'ambiance, mais c'était sobre, pile poil au bon moment. Ouais, c'était ce qu'il fallait. Ouais. C'était ce qu'il fallait, pas trop. Nous ça criait. Hein. Nous on voyait une silhouette, on criait tous. Hein. Ouais, c'était vraiment émouvant et c'est ce genre de séances qui reviennent dans nos pensées tout le temps quoi. Non, je suis totalement d'accord parce que j'ai entre guillemets un souvenir d'une séance de Star Wars, la revanche des Sith avec mes parents. Qui était absolument incroyable, salle bondée, cinéma de Auxerre, vraiment cinéma de campagne, vraiment assez paumé. Et franchement, c'est peut-être une des meilleures séances de toute ma vie avec le film Dragon Ball, la résurrection de Freezer au Grand Rex. Vraiment, j'ai jamais vécu une séance comme ça. Les mecs, ils gueulaient vraiment. Il y avait un enchaînement de Goku, un peu un combo des machins. C'était oh la balayette, oh tu vois, vraiment, c'était trop drôle à regarder. Vraiment, c'était un des meilleurs souvenirs vraiment de cinéma. Donc voilà, t'as fini Esteban sur le film sans spoil? J'ai du mal à exprimer ce que je ressens pour ce film, mais c'est incroyable. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et je me tâte quand même à aller le revoir au cinéma. D'accord, ok, donc on serait sur 2 visionnages pour Esteban. Gary, ton avis un petit peu sur le film sans spoil? Incroyable. Ok. Non, je cherche des défauts depuis qu'on l'a vu, je n'en trouve pas pour le moment. Ok. Rien que le scénario de base, il est incroyable. C'est vrai, il est très bon. Il tient la route en fait. Il tient la route, oui. Je pense qu'on peut la mettre. Ça sera jamais cohérent. Si, là c'est cohérent. Voilà, je trouve le film parfaitement dosé entre les scènes d'action, les scènes plus calmes, les scènes d'émotion. Ah oui, totalement, oui. Puis je reparle de l'action, les scènes d'action qui sont aussi incroyables, surtout en IMAX avec le son qui allait bien avec. Et pas d'humour lourd. C'est vrai. Très peu. Qui a très bon point aussi. Gros point positif, ouais. Moi j'attendais justement ce film avec le Spider-Man de Tom Holland où il y a cette nouvelle génération où j'accrochais un peu moins avec cet humour et tout, et pas du tout. Après je ferai un petit tour de table pour savoir de quel Spider-Man vous vous identifiez. Pour vous, quel est votre Spider-Man? Il n'y aura pas de jugement, vraiment, c'est pour savoir. Non, mais tout simplement parce que j'en ai parlé en fait avec un collègue. Et c'est vrai qu'avec un tout petit peu de différence d'âge, franchement, les avis peuvent changer à tout va. Et c'est incroyable en fait d'avoir les différents avis. Donc vas-y, continue Gary, excuse-moi. Non, et de toute façon, j'avais quasiment fini. Et voilà, pour quelqu'un qui apprécie Spider-Man, je pense que c'est le meilleur film qu'il verra de sa vie. Est-ce que c'est le meilleur Spider-Man du coup? Celui-là, pour moi, oui. Ok. Non mais j'entends ça. Parce qu'il faut savoir quand même que je fais partie de la team comme Ekichi, que Spider-Man, pour ma part, est le super-héros que j'affectionne le plus du côté de Marvel depuis que je suis tout bébé.
Vraiment, j'ai regardé la série animée très très jeune. Et du côté de DC Comics, Savy le sait, c'est Batman. Vraiment, mais du côté de Marvel, je le dis depuis le début, je veux en fait un bon Spider-Man. Et tu me tannes avec depuis que Tom Holland a repris le rôle. Je vais pas dire ça vrai. comme ça, mais c'est vrai que en fait, le premier qu'on a vu ensemble de Tom Holland, tu m'as dit clairement, si celui-là m'en fait pas un bon, je sais pas ce qu'il faut. C'est vrai. Tu me l'avais dit à l'époque. C'est vrai. Au moment de Civil War, parce qu'on a pu parler de Civil War sur YouTube déjà à l'époque, avec Savy on se connaissait, et franchement, c'était vraiment pour moi, j'avais adoré le traitement qu'ils avaient fait de Civil War. J'ai été un petit peu déçu après avec Homecoming, parce qu'on redescendait en fait en pouvoir et en responsabilité de Spider-Man, ce qui m'avait profondément gêné alors qu'il est ultra badass dans Civil War. Donc merci Gary un petit peu pour ton avis sans spoil sur Spider-Man No Way Home. Et Kichi, toi un petit peu. Alors, le film, voilà, exceptionnel. Comme tu l'as dit, Spider-Man, moi, ça a toujours été pareil, mon héros préféré que depuis que j'étais gamin. Le dessin animé sur TF1 qui passait, j'ai toujours adoré. Bien que dans ses débuts, je n'étais pas un gros partisan de Marvel en général, mais j'ai toujours aimé Spider-Man. Les jeux vidéo, les figurines, Spider-Man, c'était Spider-Man. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée de Tom Holland, j'avais un peu de mal aussi. Les 2 premiers films, j'ai eu du mal. Et là, il s'est bien rattrapé. Et voilà, donc le son exceptionnel, mais ça je pense que c'est parce qu'on était en IMAX. Et voilà, comme l'a dit Gary, c'était bien dosé en niveau humour, baston, émotion. Il y avait pas de moment où où ça retombait. Il y a beaucoup de films en général où il y a toujours des moments qui sont un peu longs, un peu chiants, etc. Là, tout passait bien, on était tout le temps à fond en fait. Ouais, et puis le film est quand même très long, il fait quand même 2h40. Il faut maintenir quand même les gens et on ne les sent pas. Ça, c'est quand même très très intéressant. Savy, je sais pas si tu l'as vu. Non, je n'ai pas été le voir, mais après les spoils ne vont pas plus me déranger du fait que je n'ai pas une affinité, comme je vous le disais en hors émission, sur Spider-Man. Après, sur les Spider-Man en général, je trouve quand même, comme tu disais, que le Civil War était intéressant, dans le sens où on nous le présentait comme quelqu'un de déjà en place, d'assez badass, qui avait une aisance, on va dire, dans l'univers Marvel déjà existant. Sur le premier film, comme tu disais, c'est vrai qu'on le nerfe un petit peu, on remet un peu le gamin à sa place, on essaie de le trouver. Moi, ça m'a moyennement dérangé dans le sens où j'ai plus vu ça comme un placement de personnage, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'origin story. Oui, c'est vrai, il faut quand même, il faut un petit peu quand même introduire la chose que certains vont avoir reproché, on va dire, comme à Hawkeye par exemple, on n'a pas d'origin story. Pour Natasha, il n'y a pas d'origin story. Hulk, j'ai envie de dire, on n'a pas tellement d'origin story, malgré qu'il y ait eu un film déjà de fait, mais on n'a pas avec... En fait, il faut considérer le premier Hulk, à mon avis, comme une origin story, et puis se dire, allez... voilà, on peut le faire passer comme ça, après... C'est comme ils ont fait avec Spider-Man, en fait, ils ont dit, on va pas refaire une 3e origin story avec l'araignée qui pique et tout, on va déjà... Voilà, ça, c'est pas quelque chose de reprochable. C'est pas déconnant, mais après, voilà, il fallait le mettre en place comme ça. Sur le 3e, moi, j'en attends entre guillemets pas grand chose parce que comme tout le monde le sait, il y a eu les contextes Covid, etc. J'ai un peu décroché de ce côté-là sur le suivi Marvel intensif, d'où le fait que moi je ne regarde pas les séries Disney+. Déjà parce que je trouve que c'est un petit peu abusé entre guillemets de te forcer un peu la main d'aller voir une série pour avoir la continuité du fil conducteur, etc. Sachant que j'ai vu Black Widow il y a un mois à tout casser et je m'en portais pas plus mal jusque là. J'ai vu ok d'accord, vous introduisez Hawkeye comme ça. Très bien, pas de problème, mais c'est pas pour autant que j'y aille le voir. J'irai peut-être voir un résumé et ça m'ira très bien pour comprendre la suite. Non, mais Spider-Man, il n'y a pas de fondement. Je trouve qu'il n'y a pas de fondement à proprement parler. Je vais ricocher sur ton identification à Spider-Man. J'ai aucun Spider-Man qui, moi, m'a marqué. Si j'ai un film Spider-Man qui, par contre, moi, m'a marqué, c'est le 2 de Sam Raimi. Oui. Ouais, ok. Tout simplement. Otto Octavius. Ouais. Parce que le personnage, et limite je suis plus attaché au Otto Octavius, donc là ça me ferait plaisir du coup de le revoir parce que tout le monde sait que c'est lui qui pop dans la bande-annonce. C'est surtout dans la bande-annonce. Voilà, mais pour moi c'est vraiment la chose à signifier et j'aurais dit potentiellement un Venom aurait pu popper en tant qu'ennemi aussi parce que Venom sait qui est Peter Parker et dans ce que je vois des bandes annonces, je n'ai pas un Venom digne de ce nom qui apparaît. Et moi, ça me dérange un petit peu dans ce sens-là.
Alors t'inquiète pas, Venom, on va en parler. T'inquiète pas, Venom, on va en parler parce que moi j'ai des choses à dire. Mais bon. Mais voilà, quand tu verras le film, tu verras Dr Octavius, il est très bien utilisé. Très bien. Ouais. Non mais pour moi j'ai aucun problème déjà. Molina, pour moi il était exceptionnel à l'époque où je l'ai vu, j'étais gamin. Et puis, excusez-moi, mais la scène, je sais pas pour ceux qui l'ont marqué, moi la scène me reste gravée dans la tête. La scène de l'opération où ils essaient de lui retirer les tentacules. Juste sublime cette scène-là. Moi personnellement, je vois la création d'un ennemi. À partir du moment où l'ennemi est même dépendant de son propre équipement, c'est parfait. Ouais, c'est imperfect. Je veux dire, il y a pas à se poser de questions. Totalement. C'est vrai que après, on est quand même sur une masterclass entre guillemets de Sam Raimi. Sam Raimi, c'est pas n'importe qui. C'est le futur réalisateur de Doctor Strange 2. On y reviendra plus tard. Les amis. Ça fait beaucoup de plus tard. Ça fait beaucoup de plus tard, mais je suis obligé un peu de vous teaser. Restez connectés. Non, en fait, en gros, je crois que c'est à moi un peu d'exprimer mon avis sur le film. Ton amour, nuance. Alors, non. Alors, je vais nuancer le truc. Sincèrement, pour ma part, et là je vous le dis tout de suite, c'est pas le meilleur Spider-Man que j'ai vu de ma vie. Pourquoi ? Parce que pour le moment, le meilleur Spidey que j'ai vu de ma vie, c'est le film animé avec Spider-Man Into the Spider-Verse. Déjà sur plein de choses, mais je trouve que c'est une perfection dans la mise en scène, dans la BO, dans les combats que l'on voit. Pour moi, le film Spider-Man Into the Spider-Verse, vu qu'il est sorti bien avant, il introduisait super bien le Spider-Verse aussi. Donc voilà. Par contre, dans les films live action, c'est potentiellement le film que j'ai toujours voulu voir à l'heure actuelle. C'est celui qu'on aurait voulu voir. Et je suis content d'avoir vécu assez longtemps pour l'avoir vu. Et de l'avoir vu en de très bonnes conditions, l'IMAX 3D, etc. Vraiment, ça amène vraiment un plus à ce film qui n'a aucun problème de ratio d'image. Tout est tourné en IMAX 3D. C'est impressionnant déjà de voir ça, parce que souvent on avait vu Dune, il y a des passages un petit peu en ratio différent en IMAX 3D où on passe de caméra classique à caméra IMAX sur des plans iconiques de Dune. Mais là, tout est tourné en IMAX 3D. Mais par contre, je tenais vraiment à féliciter Marvel et Sony, qui ont fait une collaboration magnifique. Je ne sais pas si c'était prévu d'avance de faire un film comme ça, mais franchement, c'est vraiment une masterclass. Il n'est pas du tout dans notre top, parce qu'on est unanime pour dire qu'à l'heure actuelle, c'est le meilleur film de cette année. Je pense, oui. Franchement, de très loin. Ouais. Franchement, même s'il y a du très bonnes choses. Je rebondis sur ce jugement de est-ce que c'est le meilleur ou pas. J'ai traîné un peu sur les réseaux aujourd'hui. Il y aurait une communauté qui le mettrait au-dessus quand même de Endgame. Voilà. Alors, au-dessus de Endgame, on a justement un ami qui le mettrait au-dessus de Endgame aussi, de tous les Avengers, il l'a dit en sortant. Le truc, c'est que Endgame, il a un côté épique qu'on n'a peut-être pas dans ce No Way Home, parce qu'il est plus basé sur l'émotion. Tu veux dire pas dans la première partie ? Non, non, la deuxième partie est très épique, mais vraiment c'est pas pareil, en fait, c'est pas comparable, parce que Avengers c'est tout le monde. C'est tout le monde, t'as des centaines de milliers d'ennemis, enfin t'as un enjeu cosmique derrière, enfin c'est pas le même délire. Voilà, c'est pas le même délire. Mais par contre, pour vraiment sur l'araignée du quartier aussi. Oui, c'est sûr. Par contre, pour l'araignée du quartier, c'est gigantesque ce qui vient de vivre. Oui, pour lui, pour le personnage. Et surtout dans une aventure solo. Donc, pour ma part, c'est un sans faute comme Gary. C'est vrai qu'on est rentré, on a eu le temps de se poser un peu. Je vois pas de défaut, clairement. Même si c'est pas le meilleur Spider-Man pour ma part. Mais par contre, j'avoue que des live action, c'est un plaisir qui n'a pas été boudé devant la séance, clairement. On est proche d'une masterclass perfecte. C'est vraiment, je vous le dis. À partir du moment où j'ai pleuré 4 fois dans le film. C'est vrai que. Alors oui, je suis un peu fragile. Non, un peu sensible, non, mais vraiment, moi, en fait, vraiment la petite larme à chaque fois sur la joue en plus qui coule et tout. J'ai pas eu de larmes. Par contre, j'ai vraiment eu cette sensation qu'à tout moment, des petits frissons. Ça pouvait partir. Tu sais, la larme. C'est vraiment. Donc à deux doigts. Mais moi, à chaque fois, elle est venue. En fait, il n'y a pas de pause dedans. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et te lâche pas. Et c'est parce qu'on est tout le temps au taquet que moi, elle est pas venue sur la joue. Tu vois, parce que pourtant c'était. Ouais, vas-y, non. Mais non, mais voilà. Mais après, mais moi, j'y reviendrai. Mais en fait, à titre personnel, là, depuis qu'on a vu le film, le truc qui me hante
vraiment, c'est la toute fin du film. Vraiment, la toute fin du film. Je trouve que c'est une perfection. C'est en fait la meilleure conclusion. J'ai préféré la fin du film à tous les autres films de Spider-Man avec Tom Holland. C'est les 2 dernières minutes. Ouais. C'est incroyable. Spider-Man. C'est même plus que ça. C'est alors il y a beaucoup. Voilà, c'est ça. C'est vraiment les 2 dernières minutes. Voire même les 10 dernières minutes. Tout est entouré en fait de ces minutes là. C'est incroyable en fait. Rien que d'y repenser à cette scène, mais j'en ai des frissons. J'étais subjugué de voir ça à l'écran. Vraiment, c'est en plus. Je suis né en 92, 2022, je fête mes 30 ans. J'ai grandi avec les Ultimate Spider-Man. Voir ce que j'ai vu à l'écran, c'est un rêve de gosse qui est exaucé de A à Z. Et vraiment, je vous le dis, là, tu vois, c'est pareil, même sensation que devant le film. La larme à 2 doigts de craquer parce que c'était beau en fait. C'était beau. Et je pense qu'à titre personnel, on ne pourra pas développer autrement le film que ça sans passer sur les spoilers. Donc je vous propose que l'on passe sur les spoilers. Si vous nous quittez, malheureusement, écoutez, mettez un pouce en l'air, soutenez le projet, abonnez-vous et mettez en favori le podcast s'il vous plaît. Mais là, on va être obligé, entre guillemets, de vraiment parler du film et de parler en fait vraiment des gros enjeux de ce film, malgré la fracture du multivers, qui est quand même un truc de ouf. Mais voilà. Alors, vous voulez attaquer par quoi, les amis? Par la partie spoiler. Qui vous vient tout de suite, Gary? Tout de suite là, c'est en plus des principaux méchants des films, il y a aussi les principaux, les Spider-Man. Les vrais Spider-Man originaux reviennent donc pour ce film. Tobey Maguire. Ce n'est plus une théorie, c'est une concrétisation. C'est ça, voilà. C'est ce qu'on espérait tous voir. Oui, et on l'a bien sûr. Encore mieux, ce qu'on espérait, beaucoup de gens espéraient ne serait-ce que de les voir un peu, mais ils ont quand même une partie très importante dans le film et voilà, une bonne durée. C'est plus, ils font partie du dernier arc. Oui. Beaucoup avaient peur que ce soit un caméo où on arrive au dernier moment, clac, il y a le truc, un portail qui s'ouvre, on vaincre les ennemis à 3 au dernier moment, mais non, ils font réellement partie de l'intrigue, enfin de la solution amenée, etc. Non, ils apprennent alors très rapidement parce que ils sont pas tous les 3 tout le temps ensemble, mais ils apprennent un peu à se connaître. Il y a des scènes où ils sont tous les 3 qui sont alors déjà parfaites. Il y a le fameux remake du mème de Spider-Man irréel, ce fameux où ils sont 3 Spider-Man et voilà, et là on l'a en vrai, donc ça c'est vraiment beau. On l'avait déjà eu dans Spider-Man Into the Spider-Verse, dans la 2e scène post-générique, où justement un des Spider-Man qui revenait en fait d'une dimension, arrivait dans une autre dimension et se retrouvait face au Spider-Man de 2099, oui c'est ça, 2099 je crois, qui est le Spider-Man futuriste, donc qui est joué par un hispanique et qui sera doublé par Oscar Isaac dans le prochain film, voilà. Donc on avait déjà ce remake et là on le voit en vrai, c'est magnifique en plus avec les... C'est pour nous les vrais Spider-Man parce qu'on a grandi avec eux ou c'est eux qu'on a vu en premier. Ouais. Donc du coup c'est plus des dessins animés où on peut un peu s'identifier mais sans plus. Là vraiment c'est ceux qu'on a vus, c'est ancré dans notre enfance, on a grandi avec et là on les revoit et c'est eux quoi. Et c'est là où tu te demandes si on va dire la jeune génération, la nouvelle génération qui suit les Avengers, etc. actuellement, je sais pas, j'ai pas d'idée d'âge, mais si par exemple quelqu'un de 13-14 ans qui connaît Spider-Man de Tom Holland et peut-être The Amazing Spider-Man, mais est-ce qu'il connaît et a vu le premier Spider-Man avec Tobey Maguire? Justement, pour moi, c'est Andrew Garfield. Voilà. Ah voilà. Donc toi, ton meilleur Spider-Man? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, mais pour moi, ce genre de public un peu plus jeune, ce serait plutôt Andrew Garfield du coup. D'accord. Et alors moi, j'en attendais pas beaucoup de Andrew Garfield, et pour le coup, je l'apprécie beaucoup dans le film. Oh, ah oui, vraiment magnifique. Ouais. Hein. Il a tout un discours qui est vraiment bien proposé, etc. Bref, qui est totalement cohérent avec ce qu'il a vécu. Il y a une conclusion aussi. En fait, ils ont tous une conclusion, mais la conclusion d'Andrew Garfield, bien sûr qu'elle est... Voilà. C'est là où j'ai pleuré aussi. Je crois que c'est la meilleure conclusion des 3 Spider-Man. Ah oui, totalement. Mais en fait, le truc, c'est que je pense que Andrew Garfield a aussi vécu une frustration, que lui n'a jamais eu le droit à sa conclusion aussi. Parce que ça s'est stoppé en plein milieu d'un arc. C'est le seul qui n'a pas 3 films. Hein. C'est ça, c'est le seul qui n'a pas 3 films. Et lui, finalement, tu vois, tu te rends compte qu'ils ont voulu vraiment accentuer le truc en mode s'il te plaît, reviens, etc. Et je pense qu'ils ont vraiment voulu qu'il ait une belle fin.
Et on a une belle fin de Andrew Garfield. On a une fin qui est, à mes yeux, sublime de Tobey Maguire également. Sur beaucoup de points. Pour rebondir sur ma séance, du coup, ce passage avec Andrew Garfield, donc qui vient sauter dans le vide, c'était dans la salle peut-être un des moments où vraiment tout le monde s'est levé à crier, quoi. Ah ouais. Nous ça a applaudi et moi nous ça a applaudi à ce moment-là. Nous ça a applaudi à ce moment-là vraiment la main de Holland qui essaye de rattraper Angie qui se fait choper par le bouffon vert. Finalement Garfield bascule et sauve Zendaya. Tu fais ah ouais putain mais. Et ça va très très vite. Hein. Ça va vite. Très très vite. Et lui qui tombe, se remémorant, je pense Gwen Stacy. Pleure. Bah on le voit, il pleure. Et tu fais mais putain mais tout est parfait gros, mais même ton jeu gros c'est parfait. Ouais, et c'est ça aussi le jeu d'acteur était très bon quand ils sont sur le toit et qu'ils vont vers Peter Parker et qu'ils lui disent tu sais moi aussi, alors au début il leur dit non vous pouvez pas savoir, c'est normal hein. Aussi moi j'ai vécu ça aussi, tu vois voilà Andrew Garfield qui pleure, alors là forcément là larmichette. Tobey Maguire un peu moins parce que bon là il dit oui mon oncle est mort aussi, mais bon Andrew lui il a son oncle et Gwen qui est mort qui sont morts donc c'est plus centré sur à ce moment-là sur Andrew. Tobey Maguire il a vraiment, alors dans l'ordre chronologique il a vraiment le truc du daron. C'est ça oui, comme du coup ces événements sont passés il y a des années, il a mûri. Ça se ressent vraiment dans le film, le daron, le grand frère, le petit frère. C'est ça. Moi, je l'ai vraiment beaucoup ressenti. Vraiment, de les voir ensemble, c'était vraiment une fratrie. Hein. Ils le disent, on n'a pas de frère. Je sais plus, il y en a un des trois qui dit j'ai pas de frère, mais les gars. J'ai toujours voulu avoir des frères. C'est vrai. Non, bref, ça, c'était une grosse partie du film qui est vraiment très très bon. Mis à part les spoilers de ça. Pour en revenir un petit peu à vraiment la construction aussi liée au multivers. Voilà pourquoi on va revenir à ce que tu disais tout à l'heure. Donc tu disais que tu apercevais Rhino parce qu'au bout d'un moment il y a une fracture du multivers qui est proposée par Doctor Strange, qui est essayée de contrôler par Doctor Strange. Et en fait les gens qui viennent, comme l'a dit Gary, donc connaissent Peter Parker et apparemment Ekichi a vu sur internet lié à c'est la vidéo de Hirosef non ouais. Qui disait ça en gros, que chaque silhouette que l'on apercevrait dans le ciel est un méchant de Spider-Man connu, c'est possible donc que tu aies vu Rhino. C'était vraiment au milieu, c'était la plus grosse, c'est vraiment la seule que j'ai aperçue. Ça m'a sauté et après le truc s'est refermé et voilà. D'accord, mais tu vois, moi, franchement j'avais pas vu, et il y en a une autre. Ekichi, si tu veux bien partager un petit peu aussi, là vous verrez pas l'image, mais en gros Ekichi a... Ouais, en fait au moment où le multivers, mais ça c'est un truc que j'imagine que personne n'a remarqué, à moins que ceux qui sont complètement fous. Au moment où en fait le multivers s'ouvre, on voit la silhouette du gardien. Je l'ai cherché. Honnêtement, je l'ai cherché. Dans What If, et il faut vraiment le... Quand j'ai vu ce violet, je me suis dit ok, il est où? T'as pensé à chercher. Moi j'ai même pas pensé une seconde à faire. En fait moi j'étais trop focus sur Kang. Sur Kang qui est en fait non, il aurait pas été intégré là. La couleur violette lui est représentée pour le moment avec toute la séquence de fin de Loki. Vraiment je vous le dis, c'est pour moi je voulais pas le voir, mais je me suis dit est-ce qu'il va y avoir un petit truc lié à Kang, et je l'ai pas vu, et donc c'est vrai que j'ai pas pensé au gardien. Mais moi j'ai cherché le gardien, je me suis dit c'est lui là, c'est violet, c'est lui. Je l'ai pas vu, et par contre en cherchant là, j'ai vu Rhino tout de suite. Ok, d'accord. Non, mais c'est super intéressant. Revenons un petit peu sur la partie spoil. On va détailler un peu cette séquence de fin. Donc sur la séquence de fin, Tom Holland a tout simplement un nouveau costume pour un nouveau départ. Sans trop en dire. Tout le monde a oublié son existence en fait. C'est finalement la seule solution pour réussir à revivre était que finalement il redevienne anonyme, mais pour tout le monde. Donc il va devoir tout recommencer. Alors on n'est pas venu sur un gros point. On est sur la partie spoil, donc on spoil vraiment tout. Ah oui. Donc là vraiment c'était même pas juste pour vivre normalement, c'était vraiment juste pour pas niquer tout le multivers. Donc, vraiment tout le monde oublie donc MJ, Ned, mais aussi du coup Tante May qui est morte. Aussi. Voilà. Donc là il y a 0 personne qui sache qui est Spider-Man. Masterclass du jeu d'acteur aussi à ce moment-là. T'as tellement de scènes de mort qui sont ratées, mais celle-là. Elle est parfaite. Incroyable. En général, pas dans le film. Il y en a deux vraiment deux scènes que je retiens en intensité de jeu d'acteur. Cotillard. Non, on s'en fout de ça. Non, je te parle là dans le film, vraiment, déjà, ces scènes-là, mais pour May, c'était déjà très propre. Tom Holland rajoute un truc
incroyable. Tout cet énervement quand il lui fait le bisou sur le front que tu ressens. Là, c'est à la fois C'est de juste. l'amour, de la haine, parce qu'il sait que le bouffon vert, il veut lui péter sa mère. Tante May décède par le bouffon vert. Vraiment, masterclass. Et la deuxième scène de jeu d'acteur incroyable de Tom Holland, le combat contre le bouffon vert, sur cette coque du bouclier. Je n'arrive pas à trouver un seul défaut à cette scène. Tout est parfait. L'intensité des coups de poing, je ne sais pas ce que c'était dans un cinéma classique. Ah, mais ouais. On le ressentait très bien. Ah ouais. Pour le coup, là c'était plus Spider-Man qu'on voyait. Non. Vraiment, ça se ressentait. Ah ouais, c'était plus Spider-Man, vraiment. C'était Peter Parker qui était énervé, quoi. C'est ça, ouais, voilà. Mais qui a la force de Spider-Man. C'est ça, oui. Qui t'arrache la tête. Ah bah Normalement, oui. tu vois. Quand il se retient pas, oui, il a une force incroyable. Oui. Et c'est un truc de fou, même en les fait. plans qui viennent couper cette scène de bagarre où on voit les autres derrière et tout, ils sont juste aussi, quoi. C'est vraiment, cette scène, elle est parfaite. Ouais, non, tout est nickel, Bah, franchement. puis le plus beau dans cette scène, c'est un peu après, quand quand le Spider-Man de Tobey Maguire l'empêche de tuer du coup le bouffon vert. Là, on sent vraiment fais pas cette erreur. Voilà. Oh, mais c'était. C'est sa conclusion à lui, pour le coup. Oui, aussi. Ouais. C'est magnifique. C'est magnifique. Vraiment, tout est parfait. En tout cas, sur ça. Et donc, le nouveau costume, je peux le dire, c'est le costume de Ultimate Spider-Man, donc des comics, de l'arc de comics qui est sorti dans les années 2000, qui est vraiment, vraiment très intéressant et très bien fait, très beau dessin, etc. Et la fin du film, donc vu que Tom Holland redevient anonyme, il décide tout simplement de prendre un appart, et on a l'appart original de Spider-Man et la larme de voir en fait cet appartement de la série animée de la série animée, et puis des jeux vidéo, bref, cet appartement où il y a un lit et deux fenêtres. C'est ce qu'on veut. C'est ce que je voulais depuis le début. Voilà. C'est Tom Holland en Spider-Man dans son appartement qui sort par la fenêtre à la fin. C'est ça. Arrêter un cambriolage. Manquait plus que ce générique vraiment de l'année de la série animée des années 80. Vraiment, mais on l'a pas, mais voilà quoi. On l'entendait. On l'a pas, mais on l'entendait. Oui, on l'entendait. Moi, je l'entendais dans ma tête. C'est clair quand elle est apparue. Quand je vois cet appartement directement, j'ai cette musique de lui qui se prépare, qui sort par une fenêtre et qui passe directement sur le mur à côté. Ils on voit la machine à coudre et tout. Oui. C'est le Spider-Man, quoi. C'est le vrai. Parce que moi, j'avais beaucoup de mal, avec le premier Spider-Man qui était puis qui était beaucoup considéré comme un petit chouchouté. Il est gâté. C'était la pupille de Ned Stark, pardon, de Tony Stark. Il y a des Game of On n'est pas dans Game of Thrones. Et donc voilà, j'avais beaucoup de mal avec ça. Et puis et son personnage, comme disait Esteban, je crois, son humour un peu jeune, etc. J'avais vraiment beaucoup de mal. Mais là, franchement, il s'est bien rattrapé. Et mention spéciale aussi à la VF, parce que nous on parlait des scènes d'émotion, etc. Mais même dans la VF, on ressentait vraiment on l'a tous vu le doublage. Franchement, non, incroyable. C'était aussi parce que Savigny a rencontré aussi avec moi le comédien qui double William Dafoe, qui est Eric Herson-Mackarel, qui fait une performance incroyable dans ce film. J'allais te demander justement si Monsieur Dafoe était toujours aussi bon. Parce que moi déjà, entre guillemets, ça fait un parallèle avec ce qu'on parlera après, mais dans le Justice League de Snyder, il apparaît à un moment, et vraiment je trouve, il apparaît que là. Mais alors sur le jeu, le gars en impose direct, quoi. Tu le vois, je sais pas, ça doit durer une trentaine de secondes peut-être la scène. Tu le vois arriver, le gars il arrive, il prend la place, il te le met dans la gueule, il dit voilà, maintenant je m'en vais. Ouais, non, William Dafoe il fait un travail incroyable. Énorme comme gars. Alors là, on a la chance, et là ça va te hyper pour le voir. Je pense que sur tous les méchants, le vrai méchant du film, c'est le bouffon vert. C'est vrai. Moi ça ne m'étonne pas. Et là, il a une vraie place dans le film. Personnellement, ça m'étonne pas dans le sens où Molina n'a pas c'est le méchant du 2 de Sam Raimi, mais c'est pas un méchant. C'est con à dire, mais c'est plutôt parce qu'il est possédé justement par ces fameuses tentacules. Mais le seul méchant qu'on a réellement dans la première trilogie, c'est Dafoe, en bouffon vert. Et Venom. Ouais, Venom. Ouais, c'est plus. En plus, il arrive vraiment tard dans le film. C'est vraiment parce que le Eddie Brock un peu frustré, c'est ça aussi qui était dommage avec ce Venom-là. Je veux tuer Peter Parker. C'est une comment. Tu fais très bien Venom. Tout ça parce qu'il veut le tuer, parce qu'il lui a volé son boulot, machin. Voilà, c'est vraiment plus la petite jalousie, ouais, le petit truc, mais qui est forcément amplifié parce que. Et même le symbiote de Venom, même l'homme des sables n'est pas un vrai ennemi non plus, parce qu'il est pas vraiment. Il en veut pas personnellement à Peter Parker. Dans la chronologie, si je me trompe pas, il y a. Alors, je sais plus dans quel univers, mais il y a un des hommes des sables qui en fait est le tueur de l'oncle Ben.
En fait, c'était. Alors, je sais plus son dans tueur quelle chronologie. supposé en fait, mais. C'est son tueur supposé dans la trilogie de Sam Raimi. Voilà. Il y a même un des comics, alors dans la Sam Raimi c'est supposé être lui, mais il y a un des comics où c'est réellement lui. D'accord. C'est-à-dire qu'il devient l'homme des sables suite à... alors je sais... Sa fuite ou un truc Ouais, comme ça. non c'est pas ça, ouais c'est ça, il fuit parce que justement il a Spider-Man au cul. Et un peu à l'instar, on va dire, d'un Joker, il tombe dans une cuve de je sais plus quoi, où il finit enfermé dans comparateur un truc de particules. Accélérateur. Ouais, voilà. Merci. Oui, c'est ça. Merci. Merci. Mais ça, tu peux l'enregistrer aussi, je crois. Merci. Ouais, celui-là est pas mal. Du coup, il y a certains univers où vraiment l'homme des sables, même, enfin, l'homme de sable ou l'homme des sables, on l'appelle. L'homme sable, hein, normalement. Le Sandman, ouais. Sandman. Et du coup, il a vraiment un rôle de méchant, mais plus de méchant de Peter et non de Spider-Man. Alors que le Bouffon Vert, clairement, c'est l'ennemi de Spider-Man. Je veux dire, si tu prends le même que tu me parlais justement tout à l'heure des 3 Spider-Man qui se montrent, je veux dire, si tu reprends les premiers comics des Sinister Six, qui c'est qu'on voit devant? C'est vraiment Bouffon Vert qui guide les Sinister Six. Ah oui. Oui, totalement. Beau postillon là. Ouais, non, mais t'inquiète. Tout le monde m'a compris, c'est bon. Mais du coup, Bouffon Vert, il doit avoir une importance, surtout si on veut clôturer une trilogie, 2 trilogies de Spider-Man. C'est l'ennemi de base, et pour moi, si c'est pas lui qui clôture la trilogie Tom Holland, il n'y a pas de logique, vu qu'on a eu 3 Spider-Man, il doit venir boucler la chose. Ouais, et puis la boucle doit être on va bouclée pas se le cacher, mais Andrew Garfield n'a pas eu le droit à un bouffon vert. Il a eu le droit à un cancéreux. C'est ça. Un pesteux. C'est un pesteux, exactement, voilà, tout simplement. C'est hyper décevant. Enfin, je sais pas votre point de vue, mais moi qui suis pas Spider-Man, Andrew Garfield, je trouve qu'il y a eu un traitement très très désagréable envers lui pour le Spider-Man qu'il a proposé. Et bah là dans le film, on l'a réconforté. Ouais, non mais moi c'est mon Spider-Man. On a dû attendre celui-là, alors que moi je trouve que enfin, je les ai vus vachement plus tard, parce que n'étant pas fan de Spider-Man, les Amazing, je les ai pas suivis ni poncés. Je les ai vus après coup, je me suis dit mais en fait il méritait pas de se faire lyncher le garçon en fait. Enfin pour moi c'est un Spider-Man, c'est un bon Spider-Man. Après, de là à dire que c'est un mauvais, je vois pas. Le premier était le lézard, si je me trompe pas. Le lézard était... Bon, certes, la CGI a pris un petite claque dans la gueule quand même. Elle est pas très clean. Ça va. Mais ça va. Et le deuxième, bah... Bon, quand on bosse chez EDF, c'est compliqué. Non, mais c'est compliqué. Alors, morale, ne bossez pas chez Suez. Non, c'est NG. Ne bossez pas chez NG, ils produisent l'électricité avec des anguilles. Et c'est pas vert. Donc ouais, non, vraiment, en fait, en soi, pas. on va terminer vite fait ce débat donc sur Spider-Man No Way Home, juste avec un tour de table, savoir un petit peu pour vous, vraiment pour vous, quel est votre Spider-Man à l'écran. Donc, on commence, Esteban. Tobey Maguire, parce que c'est le premier que j'ai vu. Ok. Et que j'étais vraiment tout petit. Ok. Tobey Maguire. Ok. Très compliqué comme choix. Ok. Et je dirais Andrew Garfield. Ok. Parce que il a un côté touchant. Surtout les films qui mettent l'accent sur ses parents. Tu sais, le fait qu'il a perdu ses parents, son oncle dans le premier film. Et dans le second film, il perd Gwen, alors qu'il avait promis à son père mourant que non, je la quitterai justement pour éviter ça. Ouais. Et je trouve ça hyper touchant, il est très mélancolique et pour ça, je suis peut-être un peu plus proche de ce personnage. Ok. Et ben moi, comme mon Gary, Andrew Garfield, c'est mon Spider-Man préféré. Je trouve que ses films sont très bons et sa personnalité est pour moi ce qui se rapproche le plus d'un Spider-Man. Il est un peu déconneur, mais pas trop, mais quand même. Et puis il y a beaucoup d'émotions aussi dans ses films. J'ai adoré parce que je me l'ai surfait il y a pas longtemps, juste avant ce film justement. Donc Andrew Garfield. Ok. Et toi, Savi, même si tu n'aimes pas trop Spider-Man. Alors je vais vraiment pas faire de langue de bois. J'ai vraiment aucun Spider-Man qui m'identifie, auquel je peux vraiment me retrouver. Par contre, j'aime beaucoup les 3 trucs proposés. C'est-à-dire que dans l'ensemble, le Sam Raimi, moi, m'a fait découvrir l'univers Spider-Man, outre les dessins animés qu'on a pu avoir, d'avoir un Spider-Man plus sombre, plus adulte, plus adulte tout simplement. Je pense que c'est le plus adulte des 3 pour le coup, et c'était intéressant d'avoir ça à la période où moi j'ai découvert un peu l'univers cinéma. Donc pour ça j'aime beaucoup celui-ci.
Le Amazing, comme je disais pour Andrew Garfield, qui pour moi, le Spider-Man ado, qui ressemblait pour le coup à vraiment la série, alors, je sais plus, des années 80. Ouais, qui passait sur TF1, tu parles de celle-là? Ouais, celle-ci, ouais, qu'on regardait, qui là, voilà, même s'il est un peu moins taquin, un peu moins chambreur, un peu moins voilà. J'aime beaucoup cette période-là aussi parce que, comme disait Gary, on a un truc très mélancolique. C'est peut-être celui qui a le plus morflé, en fin de compte, parce qu'il a morflé sur des pertes familiales, il a morflé sur de la perte affective, on va dire amourette adolescente ou ce que tu veux. De plus, on intègre quand même le personnage de Gwen qu'on ne voyait pas avant, donc c'était plutôt... Pour moi, je trouve que plutôt dans bien amené. Spider-Man 3, on le voit... Ouais, mais elle est amenée Osef. Oui, Osef. Voilà, tu vois, et elle est jouée par Bryce Dallas Howard, qui est l'actrice qui joue dans Jurassic World, la compagne de Chris Pratt. C'est glissé comme ça, les amis. Allez hop, ça glisse. Et du coup, le Tom Holland, moi je l'apprécie aussi beaucoup, même si c'est quelque chose qui, du coup, diminue à détester sur le côté beaucoup trop vanneur. En fait, pour moi, Spider-Man, c'est si tu prends un équivalent, c'est Deadpool. C'est-à-dire que le gars est corrosif, il te casse les couilles en plein combat. T'es en train de te foutre sur la gueule avec lui et le gars il blablate. C'est un gamin, c'est un gosse. Et c'est ça, c'est que et en fait je trouve que le Tom Holland, les premiers qu'on a eu, il retranscrivait cette partie-là de Spider-Man. Alors après qu'on ait l'évolution vers un Andrew Garfield ou vers un Sam Raimi sur la fin avec sa petite araignée de quartier, mais je trouve qu'au début c'était important d'avoir ce Spider-Man qui nous permettait de se dire ouais, n'oubliez pas que Spider-Man, il est hyper corrosif quand il se bat, il n'hésite pas à balancer un fion, il va détourner l'attention de son adversaire, et ça fait partie de sa stratégie, sa stratégie de bataille, en fait. C'est-à-dire qu'il va être tout le temps sur les basques de l'adversaire, et de jouer sur l'agacement de l'adversaire pour justement passer outre le fait que même si le gars est plus fort, ça reste Spider-Man et il va passer au-dessus. Alors je sais pas si ça représente vraiment l'esprit Spider-Man pour ceux qui l'aiment beaucoup, mais moi je trouve que les trois sont justes. Et il n'y a pas d'identification dessus parce que c'est un personnage qui, pour moi, a plusieurs facettes et qui n'ont aucun des trois n'a réussi à avoir les trois facettes. Ok, non, c'est clair. Oui. On n'a pas parlé d'un tout petit truc et qui est énorme, le caméo de Daredevil. De Daredevil. Exceptionnel, exceptionnel. Et donc, du coup, on en parlait un peu au début, à la première partie. Reprendre l'acteur de Wilson Fisk. Voilà, pour Daredevil. Donc là, déjà, on est tous en PLS. Hein. Ouais. Et c'était le premier cri dans la salle. Hein. Oui. C'était le... Ah, les gens l'ont reconnu? Ah, bien sûr. C'est cool. Ah, mais là, parce que nous, il y a eu des réactions, mais pas de tout le monde. Moi, je sais que le mec à côté de moi, vraiment, le mec à côté de moi a été... en mode comme ça, mais par contre pas tout le monde. Je pense pas que tout le monde avait vu du coup cette série. Voilà, mais ouais, je suis content, je suis grave content. Et du coup, ça, nous, du moins en France, ça colle. Le film Spider-Man est sorti en même temps que le 5e épisode de Hawkeye, qui à la fin révèle donc Wilson Fisk, et du coup là, le caïd. Donc un lien, voilà, un petit lien qu'on nous dit. Comme quoi le Wilson Fisk, il a quand même vachement marqué parce que il me semble bien que le visuel dans Into the Spider-Verse, c'est clairement greffé sur lui de mémoire. C'était inspiré de Vincent D'Onofrio, mais en plus cartoon. Un peu plus cartoon. Ouais, mais du coup, c'est vrai qu'il a quand même marqué de par son rôle dans la série, et je pense qu'ils s'en sont clairement inspirés. Après, dans le comics, là, j'avoue que j'ai pas du tout la référence, mais Ah oui, non, mais en fait, même franchement, le gars du mafieux. Même dans le dessin animé Spider-Man qu'on disait, là, qui passait quand on était gosse sur TF1, quand tu regardes le caïd dans ce dessin animé, tu vois le Wilson Fisk de la série Daredevil. Hein, c'est vraiment le même. Donc ils ont déjà extrêmement bien choisi l'acteur. C'est ça. Non, il y a eu un très très bon casting. Mais c'est vrai que tu as raison que l'on parle. La punchline de Matt Murdock. Je suis un bon avocat. C'était exceptionnel. Donc voilà, restons sur là-dessus. Et moi, je vais conclure en fait pour dire que je pense sincèrement que le Spider-Man auquel je peux m'identifier à l'heure actuelle, c'est Tom Holland. Pour moi, je pense... Avant la conclusion du film ou après? Non, après celui-là. Okay. En fait, après celui-là. Pourquoi? Parce que celui-là, en fait, comme on l'a très bien dit, il marque vraiment la fin de quelque chose qui est... il marque la fin d'une ère, l'ère adolescent. Et là, on passe à l'âge adulte de Spider-Man. Et je pense que ça va mieux coller déjà déjà à l'âge de Tom Holland. Et je pense qu'il a vraiment envie de jouer quelque chose d'un peu plus sérieux. Et je le sens bien, en tout cas. Mais par contre, je tiens à signaler, donc je le dis officiellement, là, dans cette émission, que le Spider-Man auquel je peux m'identifier le plus avec la séquence finale de No Way Home, c'est Tom Holland.
Par contre, en termes d'œuvre cinématographiquement parlant, les films de Sam Raimi explosent ce que j'ai vu là à l'heure actuelle. Tu vois, c'est en termes d'œuvre de cinéma, voilà, je trouve que le MCU, en fait, on est sur du cinoche, mais là on a dépassé le cap du cinoche. T'en es à un point où maintenant t'attends un film du MCU comme si c'était un épisode de série télé. Ouais. Et tu le consommes un peu comme ça même d'ailleurs, tu vois. Tu vas aller le voir, tu vas débattre, etc. Et tu vas attendre le prochain tout de suite. Et c'est ce qui se passe avec les scènes post-génériques. Le fait qu'on voit Tom Hardy, parce qu'on voit Tom Hardy après, dans la première scène post-générique. Donc il joue Venom. Qui joue Venom, bien entendu. Qui s'en va aussi vite qu'il est venu. Et c'est tant mieux. C'est ce que j'allais dire, c'est pas plus mal. Parce que, en gros, je vous explique, ils l'ont super bien introduit, en fait, le symbiote. Voilà, parce que c'est la meilleure introduction possible pour le symbiote dans l'univers de Tom Holland. Je vous le dis. Je ne voulais pas un combat entre Tom Hardy et Tom Holland. Non pas que c'est quelque chose qui m'intéresse, mais parce que le personnage de Venom de Tom Hardy, il a rien à foutre sur un combat de Spider-Man. Voilà, c'est pas un Venom qui moi m'intéresse, m'attire. Voilà, les films, le premier. Carnage. À la limite, un Carnage. Ouais, et encore. Aurait pu plus de rapport. T'as pas vu le 2. Non, du tout. Mais non, mais c'est pas grave. Je veux dire, le personnage d'un Tom Hardy, comme on a pu le connaître dans le 1, merci Eminem, voilà. aurait pu évoluer sur. On finit avec un Venom comme il y a dans les Ultimate Spider-Man, si je me trompe pas, où Spider-Man est en charge d'une section de Spidey héros. T'as Venom, je sais plus. Enfin, ils ont toute une bande où ils sont tous en lien avec Spider-Man. Donc si attends, je dis une connerie, il y a un Spider-Man mécanique ou une armure et tout ça. Bon. Enfin bref, il y a tout un univers. Et là, à ce moment-là, tu pourrais te dire, bah oui, on intègre un ennemi venu tel un symbiote, pas comme on nous l'a intégré, mais qui viendrait chercher peut-être à faire un symbiote avec un autre ennemi, type un ennemi symbiote Rhino, un symbiote, je sais pas, j'ai une connerie, Electro, ça serait peut-être pas au niveau de l'univers, je sais pas comment ils pourraient l'intégrer, mais ou même un symbiote Venom, Bouffon Vert. Ça aurait pu être énorme d'avoir ça, mais avec un Hardy forcément, qui lui aurait fait partie de la section Force Shield avec Spider-Man qui aurait été intégré. Ouais, ça aurait pu être jouable. Ouais, mais là vraiment, déjà en voyant Venom Carnage, le 2, hein, bien entendu, c'est d'ailleurs, il était à 2 doigts de finir dans le flop, je vous le dis, clairement, des films de cette année. Par contre, là, l'introduction qu'ils ont fait du symbiote de Spider-Man, le fait que Venom soit intégré parce que, soi-disant, il connaît Spider-Man alors que non. Bah ouais, incohérence, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que ça là, c'est pas cohérent, les gars. Mais peut-être que Venom connaît. Mais peut-être que Venom le connaît, parce que finalement, peut-être Venom que n'est pas le Tom Hardy. Oui, voilà, Venom n'est pas le Tom Hardy. Finalement, c'est pas en fait. C'est une personnalité à part entière. C'est Venom qui a été attiré et vu qu'il est lié à Hardy, donc il était intégré, voilà. Mais finalement, voilà. Comment il le connaît, c'est pour ça d'où il le connaît. C'est pour ça c'est faux. C'est ça qu'on. Mais on l'entend le Venom, on l'entend, il part. Vite fait, voilà. Et effectivement, techniquement, il aurait dû avoir que Venom et pas Tom Hardy. C'est ça. Mais par contre, l'introduction du fait que Venom laisse une petite partie de son symbiote sur le comptoir et que finalement, ça sera pas le même Venom. Ça, c'est une putain de bonne idée. Ça, c'est une très bonne Parce que le Venom de Tom Hardy, il est bien où il est. Franchement, je vous le dis, faites des films avec lui, même si ça marche, je m'en fous. Je vais aller les voir, y a pas de souci. Mais laissez la chronologie avec Tom Holland là-dessus. Mais là, on est d'accord que du coup, Spider-Man sort du MCU. Non. Ils l'ont conservé là, avec la séquence post-générique, pour moi, c'est un désir de le conserver. Parce que moi, j'étais resté sur l'idée qu'à la fin de la trilogie Tom Holland, que Sony allait récupérer. Que Sony récupérait. C'est ce que tout le monde pensait, mais là, ils ont le choix. En fait, c'est très flou tout ça. C'est vraiment très flou. Je pense que vu le fric qu'ils ont généré avec l'accord entre guillemets MCU Sony. Je vois pas l'intérêt en fait, aussi bien pour Sony, même s'il récupère, je sais pas, j'étais une connerie, s'il récupère que 20% sur la totalité de ce que le MCU va générer. Et il faut savoir Sony ne générera jamais autant de pognon sans le MCU. Ouais, pour moi, je vois pas le. Surtout dans le traitement du personnage. Et ça les empêche en rien de faire un autre Spider-Man à côté, d'un autre univers, qui sera lié justement au Venom que eux se sont créés à côté en fait. Là, je parle justement de Tom Holland. Business, hein. Imaginons, tu crées un vrai Spider-Man dans l'univers de Tom Hardy. Un autre Spider-Man, là, ok, why not, tu vois. Pas, mais par contre, vraiment, ça ferait beaucoup de Spider-Man. Ça fait beaucoup, ouais. Mais par contre, au moins, tu laisses. C'est le seul choix possible. Tu laisses la chronologie de Tom Hardy, de Tom Holland tranquille. Moi, là, je vois plutôt le point de vue de quelqu'un externe qui suit pas le MCU, qui va juste voir de gros films de temps en temps.
il va y avoir 2 Spider-Man, ils vont pas avoir la même gueule. Je pense que c'est peut-être un peu trop fouillé pour le coup. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Tant que t'as un Tom Holland jeune, je pense que les gens feront la part. Mais je voulais en tout cas signaler que l'introduction du symbiote au sein de l'univers de Tom Holland était parfait. Voilà. C'est tout pour mon avis pour Spider-Man No Way Home, les amis. On parle pas de Doctor Strange. On va parler de Doctor Strange, bien entendu, puisque la deuxième scène post-générique, les amis, on a le droit à la bande-annonce de Doctor Strange. Parce qu'il n'y avait pas eu de bande. Enfin, elle n'était pas du tout. Elle n'a pas de leaké. Ouais, donc elle était disponible nulle part. Ça, c'est très fort. Disponible nulle part et de la mettre. Elle a pas leaké. Honnêtement, sans déconner, entre nous et ceux qui écoutent, les bandes annonces qui leakent maintenant. Ah oui, vraiment que c'est un leakage. Ah oui, non, mais oui. Parce que là, si c'est un truc qui est intégré au film, je vois pas en fait comment ils auraient pu se cramer la bande annonce à la fin d'un film pareil. Si justement ils voulaient marquer la chose, il fallait surtout pas que la bande annonce, les gens sachent. Parce que là, c'est pareil, on entend parler du film. Pour eux, le film il n'est pas fini, il est pas prêt, il y a rien de fait. De quoi ? Le Strange. Si on veut si, dire. si, il est non, fini, mais il est tourné. Mais je veux dire tout ce qui est post-prod, tout ça. Si tu les écoutes, il y a des reshoots. Voilà, il y a des reshoots. Tu vois, pour moi, ils t'immiscent le doute quand même dans ton esprit en mode c'est pas fini, on reshoot, on est en train de réécrire peut-être l'histoire, on est en train de voir 2-3 petites choses, on rajoute des petits. Tu vois, il y a des petites parades. Donc là, en fait, après, il te montre aussi ce que tu veux voir. Hein. Voilà, comme pour la bande-annonce, d'ailleurs, dans les vidéos que j'ai ça. vues il y a peu de temps, il y a des scènes qui ont été tournées pour le trailer. Le trailer veut t'emmener dans une direction et qu'en fait, ouais, totalement. Le plus symbolique, c'est la bataille qui avait eu de fait sur Infinity War. La bataille en mode il y a telle personne, tel machin. Oui, il y avait Hulk alors qu'en fait pas du tout. C'est ça. Et ben voilà. Donc pour moi, on va dire l'intérêt, c'est que si Strange faisait partie de ce film-là, si on n'intégrait pas la bande-annonce du 2 à ce moment-là, à la fin, et qu'on n'arrive pas à faire croire aux gens que le film n'est pas prêt de sortir, ça aurait été quand même très dommage. Parce que normalement, le film va sortir au mois de mars, mais franchement, la bande-annonce, dites-moi juste en quelques mots, et puis après on passe au bilan, et on fera une petite demi-heure de bilan. Les amis, qu'est-ce que vous pensez de la bande-annonce en quelques mots ? Ouais, moi je suis pas très attaché à Doctor Strange. Ok. J'ai pas vu le 1. Ok. Ça m'a aucunement dérangé dans la suite des idées ou de la compréhension. Après, par contre, du coup, l'avoir vu dans Spider-Man, c'est plus l'avoir vu dans ce film plutôt que de la bande-annonce qui me donne envie d'aller voir le 2. Ok. Après, ça reste une bonne bande-annonce, mais elle en dévoile pas assez pour moi. Okay. Ça, c'est parce qu'il n'a pas été exploité, hormis son origin story, il a été intégré que dans des Avengers. Et des crossovers, ouais, je suis d'accord avec toi. Gary. Bah écoute, moi, sûrement la bande-annonce a marché. C'est-à-dire, quand tu la vois, t'as envie de voir le film. Et moi, Doctor Strange, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Parce que c'est pour moi le plus puissant du MCU. C'est lui. Hein. C'est lui. Ouais, avec Hulk, mais c'est lui. Hein. Ah. Et Thor. Moi je mettrais lui. Et Captain America. Et Iron Man. Non, pour moi, le top 3, c'est lui, Thor et. Les sorcières. Scarlet Witch. C'est les trois les plus forts. Ok. Pas force physique, mais avec tout ce qu'ils peuvent faire, c'est les plus forts. Plus puissant. Et voilà, puis du coup, là, on a introduit le multivers de Doctor Strange avec Spider-Man, et là, on va encore approfondir le multivers. Encore le pousser encore plus loin, et on va faire directement des connexions avec la série animée What If. Donc regardez-la, les amis, ça va être important pour le mois de mars. Et Kichi, ton avis vite fait sur la bande-annonce ? Pareil, je suis pas trop. Moi, alors j'aime bien le personnage, Doctor Strange, il est stylé, mais il y a ce côté magie, pure magie, on va dire, même si c'est lié au multivers. C'est pas que ça me hype pas, je suis pas pressé de le voir. J'irai le voir, mais je suis pas pressé de le voir comme j'ai été pressé de voir celui-là, Spider-Man. Ok, écoutez, voilà. Moi je vous le dis. C'est... Mais les connexions avec le What If, je sais pas, c'est pas des connexions, c'est plus des. En fait, les épisodes de What If sont plus des sortes de mini-trailers, on va dire. Il peut potentiellement y avoir ça. Et là c'est le cas. Ouais. Là c'est le cas carrément pour un truc qui est présent dans la bande-annonce et qui a l'air énorme. Voilà quoi. Donc moi je vous le dis, la bande-annonce elle a clairement marché comme Gary. Doctor Strange c'est un personnage que j'aime beaucoup déjà de base. J'avais adoré le premier. C'était pour le moment, pour moi, un des meilleurs films avant Original Story et avant Infinity War et Endgame et Avengers. Franchement, je suis très 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 hypé par Doctor Strange, donc Into the Multiverse, un truc comme ça, je crois. C'est Multiverse of Madness. Multiverse of Madness, exactement. Voilà. Les amis,
Je pense qu'on va se quitter là pour cette première partie de Spider-Man, parce qu'on a énormément parlé de Spider-Man, hein. Vraiment les amis, c'était un débat super intéressant, je suis très content d'avoir partagé ça avec vous. On va se retrouver quelques semaines plus tard, aux alentours du 7 janvier, pour la sortie de la deuxième partie de l'émission, où on va parler du bilan de l'année 2021, séries, télé, films, voilà, donc vous avez bien préparé tout ça. Voilà, je pense que c'est le mieux à faire, on va couper l'émission en deux. On vous souhaite de meilleures fêtes de fin d'année pour toutes les personnes qui nous écouteront là. Si vous nous écoutez plus tard, eh ben écoutez, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite sur les réseaux sociaux que je rappelle, le facebook.com/le Late Off, le Instagram le Late Off, le Twitter le Late Off et bien entendu Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. N'hésitez surtout pas à nous donner une petite note. Pour vous, c'est pas grand chose. Pour nous, c'est énorme. Merci pour tout. D'excellentes fêtes.